Je vais vous laisser le temps de ma petite introduction pour prendre vos places, peut-être passer vos dernières commandes avant qu'on commence la soirée. Bienvenue à cette soirée spéciale sclérose en plaques. Moi, je m'appelle Julie, je suis vice-directrice de l'organisme Bistro Brain, qui est donc partenaire pour organiser cette soirée aujourd'hui. Bistro Brain, qui est une association de vulgarisation scientifique qui œuvre à Sherbrooke, Montréal et Trois-Rivières, donc dans pas mal d'endroits du Québec, finalement. Et on a pour but d'essayer de rendre le savoir accessible et le fun. Donc vraiment, ce qu'on veut ce soir, c'est que vous appreniez des choses, que vous ayez du plaisir et surtout que vous n'hésitiez pas à poser les questions que vous voulez poser. Autant les présentateurs, et cette soirée a été organisée pour vous, ils sont là pour répondre à vos questions et pour vous présenter tout ce qu'ils ont à vous dire aujourd'hui. On va aussi... Pendant les présentations, soyez attentifs, on a un petit quiz à la fin. Il y a des petits prix à gagner, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à bien retenir les informations. Souvent, c'est facile, les questions. Ayez pas peur, là, ça va très bien se passer. Bistro Brain, c'est une association aussi qui est un OBNL, donc un organisme à but non lucratif. On vous en a peut-être parlé à l'entrée. Si jamais vous voulez soutenir notre mission, on accepte les dons. Il y a des QR codes qui passent régulièrement sur le PowerPoint que vous pouvez scanner. Sinon, je vous invite à aller voir Laurie à l'accueil. Nos commanditaires pour cette soirée, c'est le Bokeh Bière, donc ce bar dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui nous accueille depuis vraiment un bon moment maintenant pour nos soirées sciences. Donc une main d'applaudissements pour le Boc qui... Merci. Et vous vous en doutez pour beaucoup, le collaborateur de cette soirée, c'est l'association de sclérose en plaques de l'Estrie. Donc merci à eux pour l'organisation de cette soirée. Merci à vous tous d'être présents pour cette soirée qu'ils ont organisée avec nous. Donc une main d'applaudissements également pour la SPE. Alors, tout de suite, en fait, on va accueillir la personne qui vient présenter l'association, Samuel Robidoux, que je vais inviter à monter sur scène. Une main d'applaudissement également. On encourage la première personne à monter sur scène ce soir. Ouais. Tu prends la route de l'escalade. Là. Je vais t'inviter à prendre le micro de droite là-bas. Parfait. Donc, bonjour à chacun de vous. Je suis Samuel Robidoux, directeur adjoint et responsable de la recherche à l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie. Il nous fait plaisir de vous accueillir ce soir à la toute première présentation de vulgarisation scientifique par le biais de l'événement Bistro Brain. Le thème de notre rencontre de ce soir est tout simplement « On parle de sclérose en plaques ». On tient spécialement à remercier Zineb, qui a été la bougie d'allumage pour rendre possible cette rencontre avec nos différents présentateurs. Ils sont issus de différentes facultés de l'Université de Sherbrooke afin d'enrichir notre savoir ce soir. Vous aurez l'occasion d'entendre la docteure Emmanuelle Lapointe, neurologue au CHU, spécialisée en sclérose en plaques, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Maxime Descoteaux, professeur en sciences informatiques à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. Le professeur Benoît Laurent, de la Faculté de médecine, département de biochimie et génomique, et le professeur Pierre-Michel Bernier, de la Faculté des sciences de l'activité physique, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures. Et finalement, Mme Zineb El Yamani, étudiante à la maîtrise en imagerie médicale et en neuroinformatique. On est donc très privilégiés ce soir de pouvoir compter ces présentateurs et présentatrices d'une qualité inégalable. Et on souhaite également remercier l'organisme Bistro Brain pour leur accompagnement de grande qualité, ainsi que la microbrasserie Bokeh Bière qui nous donne l'accessibilité à son emplacement pour la tenue de ce 5 à 7 scientifique. Donc, on vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup. Il y a des petits escaliers en arrière si jamais on veut éviter l'escalade. Merci beaucoup Samuel pour cette présentation de l'association et de la soirée. Tu as quasiment fait toute ma job que je t'ai supposé faire en présentant puis en animant les présentations. Donc sans plus tarder, on va accueillir le docteur Emmanuelle Lapointe.
Donc peut-être pour donner un peu plus de détails, le docteur Lapointe a complété son doctorat en médecine et sa résidence en neurologie à l'université de Sherbrooke. Elle a ensuite effectué une formation complémentaire sur la sclérose en plaques à UBC, donc l'université de Colombie-Britannique à Vancouver. Et elle travaille actuellement, comme ça a été mentionné, comme neurologue au CHU, responsable de la clinique de sclérose en plaques du CIUS de l'Estrichus, et également agrégée comme professeur à l'université de Sherbrooke et impliquée en recherche clinique. Donc bienvenue, professeur, et je vous laisse le micro tout de suite. Merci. Donc, merci pour l'organisation, à tous ceux qui en sont responsables. Finalement, je pense qu'il y a plusieurs personnes, même que je ne connais pas. Merci à tout le monde d'être là. On va voir si je suis bonne pour changer ça. Bon. Ça, c'est les instructions que j'ai reçues pour préparer ma présentation. Vous allez noter le premier, humour, ma réaction. Parce que il y a des gens qui me connaissent ici, dont certains de mes patients. Moi, j'étais l'étudiante qui avait toujours étudié d'avance, là, qui étudiait pas la journée avant son examen, qui prenait pas de café, qui faisait pas tellement de blagues. Là, alors, l'humour, ça sera pas ma force, je vous le dis tout de suite. C'est à peu près maintenant le moment d'humour de la présentation. Alors, j'ai proposé toutes sortes de sujets. Je crois qu'on les a jugés trop lourds, finalement, pour le concept de ce soir. Donc, finalement, j'ai décidé de vous parler de l'histoire de la sclérose en plaques. Donc, ça, c'est comment on comprend la sclérose en plaques en 2024. On va y revenir. Mais d'où c'est parti, tout ça? Je ne sais pas si... Il y en a qui sont trop jeunes là, pour comprendre ma référence, là, mais on retourne dans le temps. Pas vers le futur, on va retourner dans le temps. Donc, à votre avis, là, quand est-ce que ça a été décrit, la sclérose en plaques? De quand date là, le premier cas qu'on a, les premiers écrits d'un vrai cas de sclérose en plaques? Est-ce que c'est à peu près dans l'an 1000? Levez la main, là, ceux qui pensent que c'est vers l'an 1000. 1000, 1400, 1400, 1800. OK, la plupart des gens, 1950. OK. Fait que vous pensez que c'est quand même assez récent, mais non, c'est dans l'an 1400, probablement. C'est probablement Sainte Lidwine de Schiedam, j'espère que j'ai bien prononcé ça. En fait, là, on n'a pas beaucoup de détails, par contre. Là, c'est l'Église qui a documenté son cas lorsqu'ils l'ont considéré pour la canonisation, mais on n'a pas beaucoup de détails sur sa maladie. Donc, si vous avez répondu autour de 1800, vous aviez également raison. Là, je pense le cas le plus convaincant, c'est celui de Augustus d'Este, qui était le petit-fils de Georges III, qui était à ce moment-là le roi de Grande-Bretagne. Je ne pourrais pas vous donner plus de détails sur Georges III, là. Mais Augustus, lui, avait documenté tous ses symptômes dans son journal. C'est quand même assez intéressant là, de lire ça. Donc, il décrit ici, il a fait une poussée, il voyait double. Après ça, il décrit que graduellement, là, il y avait de plus en plus de difficultés avec ses jambes, de plus en plus de difficultés à monter l'escalier. Donc, là, il décrit une autre poussée. Des exemples de traitements qu'il a reçus, Dr. Kent lui avait fait des eat beef, il lui a fait manger du steak, là, je sais pas trop, boire du London Porter, je sais pas c'est quoi, du sherry puis du vin de Madeira. Lui, il a trouvé que c'était fabuleux comme recette, là. En fait, il a probablement juste récupéré de sa poussée à ce moment-là. Ça s'est adonné comme ça. Il a essayé des bains, toutes sortes de thés. En tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir tout ce à quoi il pouvait penser à ce moment-là, alors qu'il ne comprenait même pas là, ce que le pauvre Augustus avait. La première description médicale, vraiment, parce que là, c'est lui qui avait documenté ses symptômes dans un journal, puis maintenant, quand on lit ça, on dit, c'est pas mal ça, c'était la sclérose en plaques, là. Mais la première description médicale, c'est autour de 1824, puis le premier diagnostic clinique, c'est autour de 1849. Puis là, en fait, ce qu'il disait, il ne savait pas grand-chose, là, mais il disait « Ah, ça a l'air plus fréquent chez les jeunes. » Ouais. Puis c'est graduel avec des poussées et des rémissions. Fait que déjà, il était quand même pas pire, là, on pourrait dire. Il avait identifié la forme la plus fréquente. 85% des gens se présentent avec la forme poussée-rémission. Mais c'est vraiment Jean-Martin Charcot dont il faut retenir le nom, là, en fait, parce que c'est lui qui a vraiment fait la description la plus complète de la maladie. Lui, c'est un neurologue français qui travaillait à la Salpêtrière. Ça, c'est pour vous donner le goût d'y aller, là.
Puis en fait, Jean-Martin Charcot, il n'a pas seulement décrit la sclérose en plaques, c'est vraiment un pionnier en neurologie. Il est considéré comme le père de la neurologie moderne. Donc, il a décrit la sclérose latérale amyotrophique aussi, puis il a travaillé beaucoup sur le Parkinson aussi, là. C'était un excellent clinicien, un excellent observateur. Puis lui, il a vraiment documenté l'évolution clinique de ses patients. Puis à ce moment-là, lorsqu'il mourait, lui, il a fait beaucoup d'autopsies. Donc, il a pu corréler ce qu'il avait observé cliniquement, longitudinalement dans la vie des gens avec ce qu'il voyait à l'autopsie. Oups. Donc, lui, il a dit, c'est lui qui a appelé ça la sclérose en plaques. Avant ça n'avait pas de nom. Les gens décrivaient ça dans des revues, mais ça n'avait pas de nom, là, cette condition-là. C'est lui qui a dit, on va appeler ça la sclérose en plaques. Puis pourquoi? Bien, sclérose, parce qu'il disait ça entraîne un durcissement des tissus dans les régions atteintes du cerveau et de la moelle épinière. Donc, il avait vu des plaques à l'autopsie, finalement. Il avait vu de la sclérose, là, en plaques, OK? Donc, à plusieurs endroits. Donc, c'est de là que ça vient le nom sclérose en plaques. Donc, ça, c'est lui, avec ses élèves. OK? Puis ça, c'est ce qu'il voyait, là, dans le fond, c'est des axones démyélinisés. Donc, des axones, c'est comme les fils électriques, là, dans le fond, les nerfs, là, dans notre système nerveux central, dans notre système nerveux périphérique, on a des axones. Mettons, c'est comme le fil électrique, puis la myéline, c'est comme l'isolant autour du fil électrique qui fait que ça conduit plus vite. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a de la démyélinisation, là, donc c'est ce qui se passe dans la sclérose en plaques. Le dommage axonal, donc au fil électrique, est secondaire à la démyélinisation. C'est parce que le fil électrique est comme plus protégé, puis est exposé à tout ce qui est toxique dans l'environnement. Donc, c'est ça, c'est en 1968 là, qu'il a donné ses premières conférences sur la sclérose en plaques. Puis, il a décrit, lui, au début, il pensait qu'il y avait juste 3 symptômes. La dysarthrie, c'est-à-dire la difficulté à articuler. Le nystagmus, ça, c'est les mouvements des yeux, là, des fois là, saccadés, là, OK, de façon répétée. Puis le tremblement d'intention, donc c'est quand on tremble en essayant d'aller toucher une cible. Mais il s'est rendu compte éventuellement que les manifestations étaient beaucoup plus variables que ça. Puis, il a admis pas connaître la cause de la maladie, mais il a déjà remarqué, puis ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, là, dans ma pratique jusqu'à maintenant. Alors, tu sais, encore là, il faisait quand même des observations qui concordent avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais lui, il avait remarqué que le début des symptômes pouvait être précipité par un choc émotif, un chagrin ou une vive contrariété. Après ça, quelles ont été les hypothèses pour expliquer la maladie? Bien, d'abord, on pensait que c'était infectieux. Notamment parce que, tu sais, vous le savez, les symptômes sont exacerbés lorsqu'il y a de la fièvre ou qu'on a une infection. Donc, on s'est dit, bien, ça doit être l'infection, tu sais, qui cause le symptôme. Donc, maintenant, on sait que c'est pas pour ça. Hein, c'est parce que vu que les axones, justement, sont démyélinisés, ça conduit plus lentement. Quand il fait chaud, quand on a de la fièvre, la conduction est encore plus ralentie. Donc, c'est pour ça, là, finalement, que les symptômes s'exacerbent. Mais à ce moment-là, on se disait, bien, ça doit être parce que c'est infectieux, tu sais. Mais là, on ne réussissait pas à trouver le germe qui causait ça. Alors là, on s'est dit, mais c'est peut-être une réaction allergique, tu sais. Au fond, il y a comme une infection, puis on fait une allergie dans notre système nerveux central à cette infection-là. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça qui est à la base de l'utilisation de la cortisone. Tu sais, vous avez peut-être, certains d'entre vous, reçu de la cortisone pour une poussée. Mais ça vient du fait qu'on pensait que c'était une allergie, mais en fait, ça fonctionne parce que ça a un puissant effet anti-inflammatoire, là. Donc, puis ça, on avait commencé à utiliser la cortisone dans les années 60. Fait qu'on n'a pas réussi à trouver ce qui était le germe infectieux en cause. Puis là, éventuellement, il y a des modèles animaux qui ont été développés là, autour de la Deuxième Guerre mondiale, puis qui ont permis d'étudier mieux les mécanismes responsables de la maladie. Puis on a découvert que dans le liquide céphalorachidien, donc ça, c'est le liquide qui circule autour du cerveau et autour de la moelle épinière, on a découvert qu'il y avait des anticorps. Donc là, on s'est dit, bien là, c'est peut-être pas infectieux, c'est peut-être un problème du système immunitaire, finalement, si on retrouve des anticorps, tu sais. D'ailleurs, quand on fait une ponction lombaire à la recherche de bandes ligoclonales, c'est ça qu'on cherche, là, encore aujourd'hui, des anticorps qui sont produits dans le système nerveux central et non pas en périphérie. On sait seulement que ces anticorps-là sont pas spécifiques à un pathogène en particulier, là. Ils sont dirigés contre plein de choses, mais on les retrouve pas dans le sang qu'autour du cerveau, finalement. Donc,
après ça, on a remarqué qu'il y avait des cas familiaux, mais même si ce n'était pas nécessairement familial, la sclérose en plaques était plus fréquente dans les familles que dans la population générale. On sait que c'est vrai maintenant. Là, par exemple, si on a un parent d'atteint, l'enfant a 2 à 3 % de risque d'avoir la sclérose en plaques, ce qui est plus que dans la population générale, mais qui reste faible là, en absolu. Puis on avait déjà remarqué là, dans les années 30-40 que les jumeaux monozygotes avaient un taux de concordance de la maladie d'autour de 23 % Maintenant, le chiffre qu'on donne, c'est 30 % Fait qu'on était vraiment proche, là, en fait. Après ça, est venue l'imagerie. Fait que ça, c'est assez terrible, je trouve, la pneumoencéphalographie. Écoutez, on faisait une ponction lombaire et on injectait de l'air dans le système nerveux. Et là, on prenait une radiographie de ça et on voyait ça, là, finalement. OK, alors, ce qu'on peut voir, je ne sais même pas si c'est ça que ça montre, là, c'est juste l'image de pneumoencéphalographie que j'ai trouvée sur l'Internet. Mais en fait, en sclérose en plaques, ce qu'ils voyaient, c'est qu'ils voyaient que les ventricules étaient plus gros. Les ventricules, c'est les cavités là, qui sont à l'intérieur du cerveau ici, qui sont remplies de liquide. Là, on les voyait parce qu'on avait mis de l'air, là, finalement, dans l'espace où il y a le liquide. Là. Fait qu'ils voyaient qu'ils étaient plus gros. Puis ça, c'est pourquoi? C'est à cause de l'atrophie, finalement, parce qu'il y avait une perte de volume cérébral là, chez certains patients. Après ça, il y a eu la myélographie. Fait que la myélographie, c'est un peu mieux, mais pas tant, là, finalement. Alors, on faisait aussi une ponction lombaire. Mais ça se fait encore aujourd'hui, la myélographie, là, juste de façon un petit peu mieux. Fait qu'on fait une ponction lombaire, puis il injectait un produit de contraste, et là, il prenait une radiographie, puis là, ce qu'il pouvait voir, c'est, maintenant, des fois, on voit ça sur l'IRM, quand on fait une IRM pendant une myélite. Une myélite, c'est une inflammation de la moelle. On voit que la moelle est plus grosse parce qu'elle est inflammée, tu sais, comme que si vous vous cognez l'orteil, là, votre orteil devient plus gros, bien là, la moelle épinière devient plus grosse, puis là, il voyait ça sur la myélographie. C'est quand même assez intéressant. Après ça, est venu le scan dans les années 70, puis là, on voyait des petites taches blanches, tu sais. Fait que là, noires, excusez, je suis habituée de parler d'IRM. Fait que c'est noir sur le scan, OK? C'est hypodense, on dit. Puis après ça, l'IRM, là, c'est ça qui a révolutionné, parce que c'est ça qui permet vraiment mieux de voir les plaques. Puis vous allez peut-être entendre parler même d'IRM avancée aujourd'hui, là, qui est encore plus précise pour voir tout ce qu'on ne voit pas sur une IRM conventionnelle. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la sclérose en plaques, on ne sait pas encore vraiment la cause, là, en fait. On sait que c'est causé par une interaction entre des facteurs génétiques et environnementaux. Puis, on comprend plus ou moins, là, on comprend mieux, mais on ne comprend pas parfaitement les mécanismes pathophysiologiques. En fait, avant, on disait il y a 2 sortes de sclérose en plaques. Là. Il y a la poussée-rémission, puis là, c'est de l'inflammation en périphérie. Donc, nos cellules immunitaires deviennent activées en périphérie, traversent la barrière hémato-encéphalique, puis vont attaquer notre cerveau. Puis là, quand on devient secondaire progressif, là, c'est plus ça, c'est plutôt de l'inflammation compartimentalisée ou dans les formes primaires progressives. Puis là, c'est des cellules différentes, puis il n'y a pas d'inflammation en périphérie, c'est tout dans le cerveau. Puis là, on parle plutôt de microglies, etc. On sait maintenant que, dans le fond, c'est vrai, mais dès le début de la maladie, là, ces deux mécanismes-là coexistent. C'est juste que, dépendamment où est-ce qu'on est, il y en a un qui va prédominer plus que l'autre. Là, on m'a dit qu'il ne me restait plus de temps. Donc, bref, ça résume un petit peu comment on voit la maladie. Là. Je voulais juste peut-être attirer votre attention vers tous les axes qu'il y a ici. Donc, on sait que il y a des poussées, on sait qu'il y a de la progression. Puis quand on parle de smoldering MS, c'est tout ce que je vous ai dit, l'inflammation compartimentalisée, l'âge, tout ce qui peut être toxique pour notre système nerveux central aussi va impacter. Donc, le tabac, ça va contribuer à l'inflammation compartimentalisée puis à la neurodégénération, par exemple. Puis il y a des biomarqueurs qui sont en train d'être développés pour mieux voir c'est quoi exactement les mécanismes pathophysiologiques qui prédominent chez telle personne exactement à tel moment pour qu'on soit éventuellement mieux capable de cibler le traitement. Et quand on aura des traitements qui agissent sur l'inflammation compartimentalisée, de les utiliser au bon moment, là, finalement. Donc, il reste encore du chemin à faire, là, vous le savez, là, notamment bien identifier quand commence la maladie, comment bien mesurer l'activité de la maladie, puis
comment traiter là, l'inflammation compartimentalisée, comme je vous le disais. Donc, finalement, ben là, ça, c'est ma petite partie qui est terne, là. Mais je voulais remercier les personnes atteintes de sclérose en plaques qui s'impliquent en recherche pour qu'on puisse finalement répondre à toutes ces questions-là qui sont non répondues. Et là, ici, là, vous voyez l'acronyme de mes instructions, c'était d'être heureux. Fait que là, j'ai pensé à qu'est-ce qui me rendait heureuse. Puis là, je me suis dit, mais quand mes patients m'apportent des bonnes nouvelles, tu sais, quand ils ont un enfant, quand ils se sont mariés, quand, je sais pas, il y en a qui courent des marathons, ça m'impressionne beaucoup, honnêtement. Là, moi, je suis loin de courir le marathon. Puis tous les bonheurs qui me rapportent. Donc, c'est pour dire merci. Merci beaucoup, Dr Lapointe, pour cette présentation sur l'histoire, dans le fond, de la sclérose en plaques. On a le temps pour une petite question tout de suite. S'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui veut se lancer, allez-y, levez la main, ayez pas peur. Sinon, le Dr Lapointe sera là à la fin des présentations également pour le panel de discussion avec nos autres présentateurs. Est-ce qu'on a une personne non timide qui veut lever la main ou qui a une question à poser? Oui, allez-y. Je vais répéter la question, puis je vous passe... Il faudrait juste la répéter pour nous. Parfait. On me demande, on me dit, on utilise la cortisone pour traiter l'inflammation. Est-ce qu'il y a d'autres traitements disponibles? En fait, la cortisone n'est pas un traitement de la sclérose en plaques comme tel, là. La cortisone est un traitement qui permet d'accélérer la récupération d'une poussée. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on l'utilise. L'utilisation de cortisone de façon répétée, c'est en fait délétère, là. Ça a une tonne d'effets secondaires si on utilise, par exemple, il y a eu un temps où on utilisait de la cortisone à chaque mois, là. Bien, ça, on sait maintenant qu'il ne faut pas faire ça, là. Donc, il y a plein de traitements pour la sclérose en plaques. On n'est pas pire maintenant pour prévenir des poussées, là, prévenir des nouvelles lésions. On traite de plus en plus agressivement tôt dans la maladie. Ce qu'on n'est pas bon pour faire, c'est pour traiter l'inflammation compartimentalisée. Donc, quand il n'y a plus d'inflammation périphérique, dont les mécanismes que je vous parlais tout à l'heure, puis ça, c'est ce qui corrèle à la progression, donc la détérioration lente sans pousser, finalement. Allez, une bonne main d'applaudissements pour le Dr Lapointe. Merci beaucoup. Et on se revoit tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a passé un peu en revue l'histoire de la sclérose en plaques, on va accueillir sur scène Zineb El Yamani, à qui je crois qu'on doit en partie l'organisation de la soirée de ce soir. Donc bravo pour l'initiative. Alors rapidement, Zineb est étudiante chercheuse à la maîtrise au Minilab, qui est un lab d'imagerie médicale et de neuroinformatique à la faculté des sciences. Le pourquoi du comment elle a organisé cette soirée aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'elle est passionnée par l'amélioration de la vie des patients atteints de sclérose en plaques. Et elle s'engage dans la recherche, donc comme je l'ai dit, sous la supervision du professeur François Réau. Et elle se spécialise dans la connectivité cérébrale. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Zineb, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Donc, franchement, ça me fait trop plaisir déjà qu'il y ait autant de monde. Donc, je vous remercie dès le début. Pour ma présentation, en fait, on va un peu plonger dans le monde invisible de la sclérose en plaques. Ah, c'est vrai, j'ai pas le... Ah oui, merci. Moins 1 minute. Ok, donc moi je suis étudiante chercheuse à la maîtrise en neuroinformatique et donc sous la supervision du professeur François Réau au CIL et au Minilab. Et donc je m'intéresse particulièrement à l'intelligence artificielle, au câblage cérébral. Je vous dis rien parce qu'il y a l'expert ici parmi nous qui va nous présenter, donc professeur Maxime Descoteaux qui va nous expliquer tout ça en détail. Et puis, la sclérose en plaques, que j'abrège comme étant la CEP et non l'ASP, parce que je viens du Maroc et là, on l'abrège comme étant la CEP. Bref, et donc ça nous permet de faire des jeux de mots, comme par exemple appeler les patients atteints de sclérose en plaques comme des sépiens.
Donc je trouve ça assez cool. Et donc je vais commencer par vous demander, même si je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous ici, donc qui ont la sclérose en plaques, mais juste, donc à quoi ressemblerait une personne atteinte de sclérose en plaques. Donc, et parmi ces personnes, par exemple, je vous présente ces personnes-là. Donc si je vous demandais un peu de penser parmi ces personnes, donc qui pourrait avoir la sclérose. Ok, donc je vous dis la réponse. Tout le monde ici a la sclérose, donc c'est des personnes qui sont connues, qui disent qu'ils ont la sclérose. Et donc déjà, à partir de là, on commence à voir à quel point, en fait, cette sclérose en plaques est tellement intrigante par son hétérogénéité. Et maintenant, si je vous demandais si cette personne-là pouvait avoir la sclérose en plaques. Et oui, donc j'ai la sclérose en plaques aussi. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 19 ans. En 2020. Mais moi, ma particularité, c'est que moi, je viens de ce pays ici, qui est le Maroc, et où la prévalence de la sclérose en plaques est vraiment minime, surtout comparé au Québec ou au Canada. D'ailleurs, juste au Québec, vous êtes le double qu'au Maroc. Donc, sur 8 millions de personnes, vous êtes 20 000 personnes, alors qu'au Maroc, nous sommes que 10 000 personnes. Donc, juste pour vous donner... voilà. Et ça pourrait s'expliquer en fait par notre proximité de l'équateur. Donc on a une très bonne source de vitamine D au Maroc comparé au Canada. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait expliquer cette petite prévalence au Maroc. Et c'est les revenus, parce que oui, donc au Canada, donc les revenus sont beaucoup plus élevés qu'au Maroc. Et diagnostiquer une sclérose en plaques, ça coûte cher. Et donc j'ai aucun background en neurosciences, mais donc j'ai essayé de m'amuser un peu à essayer de comprendre ces critères de diagnostic-là et pourquoi ça pouvait autant coûter cher. Et donc c'est les critères de diagnostic de McDonald's. Et on va voir tout ça aujourd'hui comme une petite recette, d'accord ? Donc pour faire un diagnostic, on a besoin de 3 principaux ingrédients. Le premier étant les manifestations cliniques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement présenter des symptômes. Mais vu que ça touche le cerveau et la moelle épinière, ça nous laisse avec un large spectre de symptômes qui partent de troubles visuels à des troubles urinaires. Et donc, du coup, on peut facilement tomber dans des risques de diagnostic erronés. Par exemple, donc là, c'était moi. C'est une très belle image de moi. Donc, j'avais 18 ans. Je faisais des études super compliquées. Et donc, du coup, je me plaignais tout le temps d'avoir des migraines, des troubles de concentration, la fatigue, des engourdissements. Et donc, quand je consultais, forcément, on me disait « t'es en dépression, t'as des troubles d'anxiété généralisée ». Et c'était le cas. Mais il fallait attendre que j'ai ma première poussée ou ma première crise, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la sclérose en plaques. Donc, et j'avais des troubles visuels. Et donc là, les médecins ont commencé à se poser des questions. Bon, peut-être elle présente autre chose qu'une dépression. Donc voilà, donc là on a notre premier ingrédient. Maintenant on va passer au deuxième, qui est la dissémination temporelle. Alors, supposons que là vous avez un petit jardin, d'accord ? Et on est en juin, et puis on a remarqué un petit trou ici, d'accord ? Et on va suspecter qu'il y a des taupes. Alors, en septembre, on va voir en fait qu'il y a toujours le trou, mais il n'y avait toujours qu'un seul trou. Donc là, on peut se dire, bon, peut-être qu'il n'y a pas finalement des taupes, c'est juste un trou qui était là-bas. Par contre, si on remarque l'apparition d'un deuxième trou en septembre, là, on va se dire, bon, peut-être que finalement, il y a des taupes. Et c'est exactement pareil dans le cerveau. Donc, quand on veut diagnostiquer une IRM, une sclérose en plaques, en juin, par exemple, vous voyez, là, il y a une petite tache blanche. D'accord ? En juin, on avait une petite tache blanche. Et puis là, en septembre, on a une nouvelle tache. Donc là, il y avait l'ancienne tache. Là, il y a la nouvelle tache. Là, on dit, oui, il y a dissémination temporelle. Ou ça peut se manifester par une nouvelle poussée. Par exemple, là, moi, j'avais eu une nouvelle poussée avec des troubles moteurs. Et donc là, on se dit, OK, ça évolue dans le temps. Donc, on a la dissémination temporelle. Petite note que j'oublie toujours, c'est qu'il y a aussi la ponction lombaire, dont Dr Emmanuel Lapointe a aussi parlé, donc, qui peut en fait être indicateur d'activité inflammatoire continue. Et c'est la plus grosse aiguille que j'ai vue de toute ma vie. Ça m'avait vraiment traumatisée, la ponction lombaire. Bon,
Puis après, donc, la dissémination temporelle, donc il nous manque la dissémination spatiale. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait si on reprend le même jardin, donc avec les deux trous qu'on avait trouvés tout à l'heure? Maintenant, supposons en fait que ces trous n'étaient pas si proches et finalement qu'ils étaient plus éloignés. Là, ça voudrait dire que peut-être que finalement il y a un petit tunnel à l'intérieur et que ces taupes se déplaçaient à l'intérieur des tunnels. Donc là, en fait, cette dissémination spatiale va nous permettre de dire que finalement peut-être qu'il y a vraiment des taupes. Et c'est pas un chien, le chien des voisins qui s'est juste amusé à creuser des trous dans le jardin. Bref. Et c'est la même chose un peu dans le cerveau pour diagnostiquer une sclérose en plaques. Là, on avait comme un peu des taches dans la partie donc, supérieure, donc le cerveau. Et puis là, on trouve aussi des taches sur la moelle épinière. Et donc là, on dit aussi il y a une dissémination spatiale. Mais, donc, comme on avait dit tout à l'heure, différentes régions signifient différents symptômes. Ce qui veut dire qu'une dissémination spatiale peut être aussi manifestée par une nouvelle poussée, mais avec de nouveaux symptômes. Comme par exemple, moi tout à l'heure avec mes troubles moteurs, en fait c'était une dissémination spatiale aussi, parce que j'ai présenté après mes troubles visuels des troubles moteurs. Donc voilà, donc on a tous nos ingrédients, mais il manque un petit ingrédient secret qui est absence d'une meilleure explication. Ça s'arrête jamais. Donc du coup, là, en fait, il faut comme éliminer tous les autres potentiels diagnostics pour enfin dire que cette personne a la sclérose en plaques. Ouf. Maintenant qu'on a les ingrédients, on a besoin des outils. Et comme vous l'avez bien compris, pour avoir de belles images, on a besoin de la technique d'imagerie la plus coûteuse, qui est l'IRM. Et malheureusement, ce n'est pas tous les pays qui ont une IRM, et voire ils ont peu d'IRM. Donc là, par exemple, on voit les pays en blanc qui n'ont pas d'IRM. Au Maroc, on en a un peu. Mais bon, donc voilà, donc on ne se permet pas de se faire diagnostiquer aux scléroses en plaques partout. Mais bref, supposons que là, maintenant, on est diagnostiqué d'une sclérose en plaques. Cool. Vivre avec une sclérose en plaques, ça coûte trop cher. Trop cher. Donc au Canada, donc, ça a été estimé à 42 800 $ par an par personne. Et donc, bien sûr, ça, c'est dû au traitement des symptômes, aux urgences, séances des réadaptations, etc. Mais l'élément clé dans tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les agents modificateurs de la maladie. C'est tout simplement des traitements qu'on prend, je dirais, à vie pour essayer de freiner l'évolution. Il y en a approximativement 20. Et ces traitements-là coûtent entre 20 000 $ à 40 000 $ par an par personne. Donc, moi, quand j'ai su la première fois donc à quel point c'était cher, vraiment, j'étais choquée, je ne m'y attendais pas du tout. Mais bref, donc c'est vraiment coûteux. Mais aussi, donc, quand on se fait diagnostiquer d'une sclérose en plaques, c'est surtout quand on est jeune, en fait, il y a beaucoup de remises en question sur le plan de carrière, sociale, projet de famille, et qui nécessite une adaptation donc, qui n'est pas forcément facile. Voilà. Donc, ça nécessite des efforts aussi au niveau mental. Ok, maintenant ce soir, on veut être positif. Comment on peut dire en fait que c'est possible de vivre avec une sclérose en plaques? Alors, Monsieur René, je ne sais pas, il est où? Ah, il est là. Donc, à chaque fois que je rencontre René, il me dit toujours la même chose, c'est éviter les 3 S, le sel, le sucre et le stress. Est-ce que c'est bien ça? Parfait. Alors, je me permets d'ajouter un tout petit test qui est la sédentarité, parce que c'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement quand on a une sclérose en plaques, donc surtout avec la fatigue, etc. Et moi aussi, je suis tombée dans ce piège et j'avais pris 15 kilos et je ne pouvais plus marcher. Mais encore une fois, aujourd'hui, on est positif, donc je vous ramène 4 petits tests à adopter, finalement, pour dire que c'est possible et pour un peu vaincre la sclérose en plaques. Le premier étant bien sûr le sport, bouger. Je présume que la présentation après moi va vous le dire beaucoup. Et puis ensuite, la stabilité. Adopter un rythme de vie stable, éviter de vous casser la tête avec ce qui en vaut pas la peine, parce que franchement, la sclérose en plaques, on rigole pas avec notre bien-être mental. Et aussi une solidarité, et surtout entre nous, les patients, mais aussi avec les associations. Mais moi, ce que je rêverais d'avoir, c'est une solidarité au niveau international, parce que
moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien voyager. Et finalement, je trouve que quand même, la sclérose en plaques me limite pour voyager. Bref, donc s'il vous plaît, si on peut trouver une solution dans ce sens-là. Et puis le stoïcisme, qui est une philosophie, franchement, que j'aime bien, parce que le but, c'est d'accepter le donné de la vie et de transformer ce qu'on peut transformer finalement. Et je donnerai un petit exemple. Elle, c'est Aziza, c'est une sépienne marocaine. Elle a fait des études d'ingénieur en France, elle avait une super belle carrière, mais elle sentait le besoin de faire quelque chose par rapport à ce diagnostic. Alors, elle a tout mis de côté, elle a fondé, pas la première, mais l'association de sclérose en plaques S'épanouir, dont le but, c'est vraiment de s'amuser, faire du sport, faire du théâtre, de l'art, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à accepter mon diagnostic. Et aussi, donc, elle a fondé la première salle de sport adaptée et inclusive au Maroc, parce que ça, l'adaptation, il n'y en a pas beaucoup au Maroc. Et aussi, elle compte commencer à faire des recherches aussi. Bref. Et j'ai oublié un dernier S, qui est celui de la sensibilisation. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être venus ce soir. Merci. Merci beaucoup Zineb pour cette présentation, pas mal sur les défis finalement de la sclérose en plaques. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle pour Zineb? Encore une fois, n'hésitez pas, on aura peut-être le temps pour 2 questions cette fois-ci, mais encore une fois, elle reviendra à la fin des présentations. Oui, Benoît. Pas de problème. Donc la question du professeur Laurent était, est-ce que Zineb pensait que la différence de pourcentage de personnes atteintes de sclérose en plaques au Maroc versus au Canada était due finalement à un sous-diagnostic au Maroc, de par le fait de tout ce qu'elle vient de nous expliquer là? Alors exactement, très bonne question, parce que finalement c'était mon message. Donc je dirais pas que peut-être qu'il y en aurait plus, mais je vous confie une petite information secrète entre nous. Non officiellement, on est 20 000 personnes au Maroc, alors qu'officiellement on est 10 000 personnes. C'est juste qu'on ne peut pas officiellement poser le diagnostic, mais peut-être que finalement il y en a beaucoup plus, mais je ne peux pas confirmer, mais c'est sûr que ce facteur-là, si il n'est pas pris en compte, ça peut un peu on peut avoir une mauvaise représentation de la prévalence de la sclérose en plaques au niveau mondial. Et donc ça, c'est super important. Ouais. Mais donc, je suis ouverte, s'il y a des collaborations, s'il y a des gens qui veulent collaborer au niveau international, franchement, je suis là, donc n'hésitez pas une seconde. Merci Zineb. Est-ce qu'il y avait une autre question peut-être de notre auditoire pour Zineb? Oui. Donc la question était, Zineb a mentionné qu'elle travaillait sur l'intelligence artificielle dans sa recherche aussi. Est-ce qu'elle peut nous en dire un peu plus? Alors je viens de commencer ma maîtrise, donc je m'intéresse beaucoup à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour un peu essayer de développer des outils qu'on donnera par la suite aux neuroscientifiques pour un peu leur faciliter la tâche. Ok, ma réponse n'est pas super claire, mais disons qu'il y a beaucoup, donc on ne va pas rentrer dans le monde neurosciences avec l'intelligence artificielle, mais disons qu'on va juste accélérer le développement d'outils grâce à l'intelligence artificielle. Mais donc, il y aura la présentation du professeur Maxime Descoteaux qui va parler un peu de l'informatique avec les neurosciences. Donc, ouais, mais bref, j'espère que c'était un peu clair. Moi, je dis la suite au prochain épisode quand Zineb reviendra présenter pour un autre événement de Bistrobrain où elle nous parlera des résultats de sa recherche. Et d'ailleurs, excusez-moi, je pourrais vous revenir au niveau du panel quand je consulterai le professeur Pierre-Marc Jodouin, qui lui est expert en intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie médicale. Donc peut-être que j'aurai plus de réponses ou peut-être qu'il nous rejoindra au panel, qui sait. Une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup, Zineb. Donc, on arrive déjà à notre 3e présentation qui sera suivie d'une petite pause. Pour cette 3e présentation, on va accueillir le professeur Pierre-Michel Bernier
qui est professeur titulaire à la faculté des sciences de l'activité physique de l'université de Sherbrooke. Je m'excuse, je lis mes notes, mais je ne pouvais pas tout retenir. Il a complété ses études de maîtrise à UBC, donc l'université de Colombie-Britannique, de PhD en France à Marseille et finalement de post-doctorat en 2011 à l'université de Californie Santa Barbara. Et il va nous parler d'activité physique et de neuroplasticité. C'est à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Donc, comme Zineb le disait, je vais vous parler d'activité physique, je vais vous parler de sport. Et je suis un professeur à la Faculté des sciences de l'activité physique, donc je suis un cordonnier bien chaussé. Je suis passionné par le sport, par l'activité physique. Et ce qui nous fascine au laboratoire, c'est la performance motrice humaine. Je vais regarder les Olympiques avec toute l'attention du monde pour être émerveillé par les athlètes qui vont produire des performances exceptionnelles. Ça m'arrive de payer très cher pour voir des athlètes professionnels produire des mouvements que je ne peux pas produire. Et vraiment, c'est ce qui nous intéresse au laboratoire. On est passionné par tenter de caractériser sur le plan neurophysiologique qu'est-ce qui supporte l'expertise sur le plan moteur. Et souvent, dans les congrès de contrôle moteur, la première diapo des présentateurs commence avec une personne qui fait un triple axel double boucle piqué ou toutes sortes d'habiletés exceptionnelles. Depuis que je suis tombé sur ce vidéo-là, c'est comme ça que je commence tous mes cours de baccalauréat. On peut peut-être présenter la vidéo si c'est possible. Si c'est impossible, je vous dis ce qui va arriver. Cette personne-là est en mesure de résoudre 3 cubes Rubik en moins de 5 minutes en les jonglant. Pour moi, c'est la quintessence de la performance sensorimotrice et de la coordination œil-main. Et ça nous donne le goût de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de cette personne-là. Et avouez que ça vous donne le goût de faire un doctorat en neurosciences. On a vraiment le goût de comprendre comment le cerveau s'y prend pour Donc, essentiellement, au laboratoire, on utilise des outils de neuroimagerie pour tenter de caractériser ce qui supporte l'expertise motrice. Et notre grande question, c'est comment le cerveau s'y prend-il? Ça a un peu plus de glamour en anglais. On est le « How do we get so good » lab. C'est vraiment ça qui nous intéresse. « How do we get so good » Et donc, voilà. Donc, essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est de caractériser qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on passe d'un niveau novice, débutant, à un niveau élite ou expert. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité des processus cérébraux qui supportent l'apprentissage moteur, on peut faire du transfert de connaissances vers ce qui sous-tend la rééducation fonctionnelle dans diverses pathologies neuromotrices, parce que ce sont les mêmes building blocks de changement, de réorganisation des réseaux cérébraux. Ce qui supporte l'apprentissage moteur, c'est aussi ce qui supporte l'utilité de la réadaptation fonctionnelle dans un contexte de sclérose en plaques ou de d'autres pathologies d'ordre neuromotrice. Donc, comment le cerveau s'y prend-il? C'est sûr qu'il y a un ensemble de régions cérébrales qui contribuent à la sensorimotricité. Vous connaissez peut-être certains des suspects ici, là, le cervelet, les régions pariétales, prémotrices et le cortex moteur primaire. On comprend relativement bien les fonctions générales de ces grandes structures, mais ce qui reste vraiment le grand mystère en neurosciences, c'est la façon avec laquelle ces différentes structures-là communiquent et se coordonnent pour mener à bien nos comportements moteurs. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et pour ce faire, on cumule différents outils pour mesurer le comportement moteur, mais aussi pour enregistrer l'activité cérébrale. Donc, dans un premier temps, on utilise un bras robotisé qui s'appelle KinArm, qui est un peu le gold standard pour mesurer la performance des membres supérieurs. Bon, il y aurait aussi une vidéo ici, c'est pas plus grave que ça si ça ne fonctionne pas, mais bref, c'est un environnement virtuel qui nous permet de mesurer avec beaucoup de précision le mouvement qui est produit par les participants et en même temps qui permet de générer des perturbations, des forces qui peuvent contrecarrer le mouvement et qui nous permet de générer des protocoles d'apprentissage moteur. Donc ça, c'est ce qui nous permet de mesurer le comportement moteur et en même temps, on enregistre l'activité électrique cérébrale de population neuronale via l'électroencéphalographie. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'activité rythmique cérébrale. Donc le cerveau est en constante oscillation à différentes fréquences et on pense, les modèles actuels, les théories actuelles supportent l'idée selon laquelle différentes régions pourraient communiquer en synchronisant leurs activations, leurs oscillations cérébrales dans différentes bandes de fréquences. Un peu comme lorsqu'on syntonise un poste de radio à 96.9, on communique avec quelqu'un.
Et on utilise aussi la stimulation magnétique transcrânienne qui nous permet de mesurer l'excitabilité de la voie cortico-spinale, mais aussi intracorticale avec différents protocoles. J'en reparlerai un peu plus tard. Donc ça, c'est l'arsenal dont on dispose. Donc on s'intéresse à l'apprentissage moteur, on caractérise l'apprentissage moteur, puis on mesure les changements dans le cerveau qui accompagnent et qui supportent l'apprentissage moteur. On aimerait étudier le développement d'une habileté comme le swing de golf. J'aimerais étudier comment on apprend à jongler 3 cubes Rubik, mais un des enjeux avec ces tâches très écologiques, c'est que l'apprentissage prend place sur une durée de temps qui est tellement longue que c'est difficilement tractable d'un point de vue neurophysiologique, parce que ça opère sur 7 étés de temps qu'on devient bon pour jouer au golf. Et donc, ce qu'on fait en laboratoire, c'est qu'on utilise des protocoles un peu plus réductionnistes où l'amélioration de la performance est plutôt rapide. Par exemple, ça c'est une tâche qui est classique, on utilise des variantes de ça au laboratoire, c'est la tâche de dessin en miroir. Donc, vous êtes tous des experts pour dessiner quelque chose, tracer une forme en la regardant directement. Toutefois, si je vous demande de tracer cette forme-là en la regardant, non pas directement, mais à travers un miroir qui va inverser les axes gauche-droite et haut-bas, vous allez présenter des erreurs très importantes. Dans ce type de tâche-là, au bout de 3 minutes, certains participants sont strictement incapables de faire un seul tour de la cible. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 45 minutes, au bout d'une heure, les participants passent d'un état novice à un état relativement habile. Pas expert, mais relativement habile, où on recouvre un niveau de performance qui est presque aussi bon que ce qu'on avait au départ. Donc ça nous permet, à l'intérieur d'une heure, de pouvoir caractériser les changements qui accompagnent le fait de passer d'un état novice à un état expert et donc de caractériser les changements qui supportent l'apprentissage moteur. Et donc, on s'intéresse aux structures qui contribuent à différents égards à ces différentes phases de l'apprentissage moteur. Par exemple, en début d'apprentissage, il y a énormément d'erreurs. Et le gestionnaire des erreurs pour l'apprentissage moteur, c'est le cervelet. Pour preuve, les patients qui souffrent d'ataxie optique ou d'ataxie cérébelleuse, en fait, sont à peu près incapables d'apprendre à dessiner en miroir. Donc, lorsqu'on a une atteinte au niveau du cervelet, ça met à mal notre capacité à changer son comportement d'essai en essai sur la base des erreurs perçues. Et plus tard dans l'apprentissage, on a une courbe de performance classique ici où l'on tend vers l'asymptote, où l'on tend à répéter tard dans l'apprentissage des mouvements qui ont du succès et l'on tend à répéter des mêmes commandes motrices. Ça va mettre en jeu des processus de potentialisation à long terme où là, la coactivation répétée de neurones va engager des processus neuroplastiques pour développer des nouvelles synapses et donc supporter la consolidation ou la réorganisation des réseaux cérébraux. Donc, à l'intérieur d'une heure, avec ce type de tâche-là, on passe de mauvaise performance à une meilleure performance. Et ce qui est important, c'est qu'au bout du compte, l'apprentissage se définit comme un changement relativement permanent des habiletés motrices. Et donc, il faut retester l'habileté plus tard. Donc, ce qu'on demande aux participants, c'est retourne chez toi à 24 heures et reviens me voir le lendemain, puis réexprime-moi ce dont tu te rappelles de ce que tu as appris la veille. Puis en général, on observe de la rétention. La rétention, c'est-à-dire qu'on est meilleur le jour 2 qu'on était au début de la journée 1. Donc, il y a quelque chose de plastique et de pérenne qui a changé dans le cerveau pour supporter cet apprentissage moteur-là. Et cette rétention-là, bien, elle est attribuable à un processus de consolidation. Là, il y a une forme de stabilisation de la mémoire ou de cette mémoire motrice-là résultant de l'activité, de la coactivation répétée des neurones qui ont été mis à profit au cours de l'apprentissage moteur, donc au cours de la fin de la période d'adaptation. Et donc, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et il y a des travaux qui montrent, donc, dans des contextes de sclérose en plaques, les capacités des patients soit à acquérir un nouveau comportement dans ce type de tâche-là, ou même la rétention. Et dans un type de tâche ici, bon, ce qui est souvent répertorié, il y a des travaux qui ont montré que d'un point de vue de contrôle moteur, ça c'est plutôt bien mis en évidence avec un KinArm, le robot que j'ai présenté précédemment. Donc, des patients qui souffrent de sclérose en plaques ont des trajectoires de mouvement qui sont plus variables que des patients contrôle, donc que des participants contrôle. Donc, essentiellement, avec ce type de robot-là, on est en mesure d'objectiver la performance motrice avec beaucoup de précision, plus précisément que ce qu'on peut faire avec des outils cliniques, parce qu'on peut caractériser si le temps de réaction, le temps de mouvement, la variabilité à différents moments de la trajectoire, pour vraiment inférer sur est-ce que les processus de planification du mouvement sont mis à mal ou les processus de rétrocontrôle en cours d'exécution. Donc ça, c'est plutôt bien connu. Ce qui est moins bien connu, c'est
est-ce que les patients atteints de sclérose en plaques sont en mesure de développer des nouvelles habiletés et de les consolider au même titre que les participants sains? Et cette étude montre, et donc, dans un contexte d'acquisition ici, où on investigue à peu près ce qui ressemble à du dessin en miroir, qu'il n'y a pas vraiment d'impact de la sclérose en plaques sur la capacité à acquérir un nouveau comportement au cours de la phase d'acquisition. Toutefois, si on demande aux patients de revenir 24 heures après, vous voyez que les patients atteints de sclérose en plaques montrent une moins bonne rétention de cette habileté motrice-là. Donc, on voit une différence ici entre les courbes rouges et bleues. Donc, les patients qui sont atteints de sclérose en plaques ont moins bien consolidé l'habileté qu'ils avaient développée le jour 1. Donc, ça suggère qu'il y a quelque chose en lien avec l'interaction entre la sclérose en plaques et la consolidation qui mérite d'être investigué davantage. Donc, ça, c'est un des éléments qui nous intéresse beaucoup. Puis, un autre élément, c'est vraiment comment on peut optimiser la rétention des mémoires motrices. Et parmi les éléments sur lesquels on travaille au laboratoire, bien, il y a la contribution, la valeur ajoutée de l'activité physique aiguë. Donc, une seule séance d'activité physique aérobie lorsque placée après une séance d'acquisition. On sait que l'activité physique aérobie va contribuer au relâchement de différents catécholamines, notamment de la noradrénaline, la dopamine, qui ont un impact important sur notamment la réorganisation des circuits cérébraux, la synaptogénèse, ainsi que des facteurs neurotrophiques, le Brain-Derived Neurotrophic Factor, entre autres, qui pourraient contribuer à la rétention des mémoires motrices. Donc ça, c'est un des éléments sur lesquels on travaille. Il y a quelques travaux qui ont commencé à regarder ça chez l'humain sain. Depuis une quinzaine d'années, on commence à s'intéresser à ça, la contribution, la valeur ajoutée de l'activité physique sur la consolidation. Donc, dans un type de travail, ici, on a demandé à des participants humains sains d'acquérir un nouveau comportement moteur, comme du dessin en miroir. Il y avait la moitié de la cohorte qui, à l'issue de cette séance d'acquisition-là, faisait de l'exercice à haute intensité, et l'autre moitié de la cohorte se reposait tout simplement. Puis on s'intéressait à est-ce que ça a un impact positif sur la rétention. Il n'y a pas de différence le jour 1. Au niveau de l'acquisition, il n'y a pas de différence. Bien que les courbes semblent différer, il n'y a pas de différence. Puis il ne pourrait pas en avoir parce que la manipulation d'exercice prend place seulement après, de toute façon. Donc, il n'y a pas de différence le jour 1. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la rétention, les gens qui ont fait de l'exercice ici sont en mesure de mieux se rappeler de ce qu'ils ont appris la veille que l'autre groupe. Donc, une seule séance d'activité physique aiguë, placée après l'acquisition, favorise la consolidation des mémoires motrices. Donc ça, c'est une opportunité qui est intéressante. Et c'est un des éléments sur lesquels on va s'intéresser au laboratoire et avec les gens de la SPE. Une des possibilités, c'est que l'activité physique puisse avoir une influence sur l'excitabilité cérébrale et notamment l'excitabilité de la voie cortico-spinale, ce qui est un facteur qui est clé pour la potentialisation à long terme et notamment la consolidation. Donc, on mesure ça avec la stimulation magnétique transcrânienne. Donc, essentiellement, avec une bobine, on va, de façon non invasive, activer les neurones des régions motrices primaires et donc cet influx nerveux-là va se propager via la voie cortico-spinale et générer l'activité musculaire dans les muscles en périphérie. Donc, on stimule en haut et on mesure en périphérie. Ça arrive 21 millisecondes après. C'est du câblage essentiellement. Et on s'intéresse à l'amplitude de ce potentiel évoqué moteur-là. Plus le potentiel est ample, plus la voie cortico-spinale est excitable. Et ce qu'on montre, ou ce que d'autres ont montré ici, c'est que, c'est une courbe ici qui montre qu'en fonction de l'intensité, dans un premier temps, on voit que plus l'intensité de la stimulation est importante, plus la réponse musculaire est importante. Mais ce qui est important de noter, c'est que les points noirs ici sont plus élevés que les points rouges. Donc, post-exercice en noir, l'excitabilité de la voie cortico-spinale est plus importante que pré-exercice. Donc, l'exercice augmente l'excitabilité du cerveau et en quelque sorte crée un environnement qui est plus favorable pour l'induction de changements neuroplastiques. Donc, rend plus efficace chacun des essais de pratique qu'on peut faire. Et donc, une des implications de ça, c'est que ça permet de maximiser l'utilité de la séance de réadaptation en y adjoignant l'activité physique. Donc, lorsqu'on est en réadaptation et qu'on s'astreint à une séance de pratique physique pendant 1 heure, l'objectif, c'est oui de devenir bon pendant cette heure-là, mais c'est surtout de pouvoir transférer ces acquis moteurs-là dans un contexte de sa vie quotidienne plusieurs jours après, et donc ça nécessite la consolidation. Et donc, il y a une opportunité d'utiliser l'activité physique aiguë après avoir pratiqué
pour favoriser la consolidation de ces mémoires motrices-là. Un autre élément qui est intéressant sur lequel on travaille, c'est vraiment d'utiliser les nouvelles technologies pour caractériser la récupération fonctionnelle sur les plans comportementaux avec le robot que j'ai présenté et différents outils électrophysiologiques, notamment l'EEG, ainsi que la stimulation magnétique transcrânienne. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à dialoguer avec une excellente étudiante au doctorat, Eva Brison, qui est ici ce soir et qui incarne la collaboration avec l'ASPE. Je remercie René Samuel, qui organise la journée, avec qui on travaille sur ces projets de recherche-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Bernier, pour cette belle présentation. Ça fait écho à ce que Zineb nous disait tout à l'heure, sédentarité, on veut l'éviter, vraisemblablement, ça a des super beaux impacts. Et on a le temps pour une question tout de suite. La même chose que tout à l'heure, le professeur Bernier reviendra tout à l'heure. J'en vois une au fond, oui. Je m'excuse, juste répéter la question. Oui, donc on me questionne effectivement sur les éléments que je soulevais ici, l'intensité, la durée, tout ça. Il s'avère que l'activité physique à haute intensité donne des meilleurs résultats. Donc, ces travaux-là ont été conduits à ce jour chez des humains sains. Donc, l'activité physique à haute intensité post-séance d'acquisition, on parle de 90 du VO2 max par intervalle. Donc, ça peut être 20 minutes, 3 séances de 3 minutes à haut intervalle, donne des résultats plus intéressants. Mais l'activité physique modérée est pertinente aussi, notamment lorsqu'on la place avant. Donc, avant de produire un traitement sensorimoteur ou même cognitif, si on a fait de l'activité physique avant, ça a aussi des bénéfices. Mais là, pour ce qui est de l'exercice après, c'est haute intensité qui est à recommander. Merci beaucoup. Peut-être rapidement, quel sport vous recommanderiez alors? Ce qui a été, en fait, la nature du sport importe relativement peu. C'est l'intensité donc, ce qui est fait actuellement, c'est ergocycle. Le course à pied est fait aussi. Ça peut être en piscine lorsqu'on est une population plus sensible. Mais c'est vraiment l'intensité qui dit. Certains travaux se sont intéressés à la nature de la tâche, mais ça ne change pas grand-chose. Merci beaucoup, professeur Bernier, pour cette super intéressante présentation. Puis on vous retrouve tout à l'heure. Il y a les petits escaliers en arrière. On a des escaladeurs ce soir avec nous, c'est super. Donc ça met fin à la première partie de notre soirée. Donc on va prendre une petite pause et on se retrouve dans 10 minutes pour nos 2 dernières et très intéressantes présentations. À tout à l'heure. Rebonjour, messieurs, dames. Je vais vous laisser quelques secondes pour regagner vos places et on va repartir avec nos 2 prochaines présentations. J'espère que vous aimez ça pour l'instant. Hein? Est-ce que je peux avoir des petits applaudissements, main levée? Mais quelle ambiance, mais quelle ambiance. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, pour la première présentation de cette 2e partie, nous allons accueillir le professeur Maxime Descoteaux, professeur au département d'informatique de l'Université de Sherbrooke. Il a été nommé membre du collège de la Société royale canadienne en 2021 et récipiendaire du prix Chercheur Étoile 2019 du gouvernement du Canada. Il a fait son postdoctorat en France au CEA, après avoir fait une maîtrise au Centre des machines intelligentes et un triple bac, rien que ça, en maths, informatique et physique. Tenez-vous bien. Et je l'accueille tout de suite sur scène et je lui laisse la parole pour présenter sa présentation Cerveau et connectome. Le second micro devrait fonctionner. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est un plaisir d'être ici ce soir, vraiment avec une belle brochette de présentateurs, puis des patients dans la salle, donc ça me touche beaucoup. Pour la petite histoire, ma maman avait la sclérose en plaques. Elle a été diagnostiquée quand j'avais 9 ans, donc ça fait partie de ma vie vraiment depuis longtemps.
Tout le monde dans ma famille pensait que je deviendrais médecin un jour. Mais non, j'étais intéressé par les maths, la physique, l'informatique. Puis, par la bande, je suis revenu vers la sclérose en plaques avec l'imagerie, avec les technologies, avec les outils. Donc, ça fait un beau parallèle avec ce que Zineb a parlé tout à l'heure. Donc, on collabore avec Dr Lapointe depuis des années en sclérose en plaques. Puis ce soir, je vous amène un petit voyage dans votre cerveau, très vulgarisé, pour que vous essayiez d'imager ce qui se passe dans votre tête. Puis cette image, même si très grossière, peut vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler à l'intérieur de votre tête. Un paquet de câbles qui connectent toutes les différentes régions entre elles. Donc ça fait lien avec la présentation de Dr Bernier par rapport à comment l'information circule pour être meilleur dans les sports ou faire des actions motrices. Comment ça, je vois pas bien quand j'ai une attaque ou une poussée en sclérose en plaques? Bien, c'est que le câble en charge de la vision commence à être détraqué. Puis un chiffre hallucinant ici, c'est qu'on a 160 000 kilomètres de câblage dans notre cerveau. 160 000 kilomètres. La circonférence de la Terre, c'est 40 000 kilomètres. Donc, c'est 4 fois la circonférence de la Terre. C'est hallucinant, puis depuis à peu près une trentaine d'années, on a des techniques pour essayer d'imager ce câblage-là. Là, je vous montre des images un petit peu plus réalistes. Ça, c'est à quoi peut ressembler un cerveau qu'on dissèque par un médecin qui a été congelé, où on a enlevé une certaine partie de la tête. Puis là, on voit, je sais que vous êtes loin peut-être, là, mais on voit les câbles. On voit que les axones que Dr Lapointe parlait tout à l'heure s'organisent, se suivent entre elles, un peu entre eux, comme des autoroutes. C'est comme des grandes autoroutes de communication dans le cerveau. Puis ça nous permet de faire des Google Maps, des cartes. Donc, le connectome, c'est ça. C'est la carte de toutes vos connexions. Donc, si à gauche, ici, c'est la partie gauche de votre cerveau, à droite, la partie droite, ça, c'est tous les câbles qui traversent puis qui connectent ensemble votre cerveau. Un peu comme vous avez déjà vu dans un vol. Ça, c'est comment que ça, c'est le connectome de la planète avec les connexions aériennes. Ça, c'est le connectome de Facebook qui date de 2012, mais ça, c'est comment les utilisateurs de Facebook sont connectés entre eux sur la planète. Donc, le concept de graphe, de connexion, ça, c'est quelque chose qui est très vieux en informatique. C'est quelque chose qu'on est capable d'étudier, de comprendre avec des maths puis de l'informatique. Donc, le cerveau, c'est un graphe avec toutes ces autoroutes-là de communication qui font qui vous êtes. Donc, j'avais adoré ce titre-là qu'un journaliste avait proposé en 2014 dans Le Devoir. C'était « Après le génome ». Tout le monde connaît le mot « génome », la génomique. C'était le buzzword des années 70, des années 80. Maintenant, c'est le connectome. Donc, on est plus que nos gènes. On est plus que ce que nos parents nous ont passé comme génétique. On est notre connectome. Sidney Crosby versus moi, versus un pianiste, versus quelqu'un qui a la sclérose en plaques, est ce qu'il est à cause de son connectome. Donc, comment on est connecté? Donc, c'est quoi un connectome? Voici une image un petit peu plus réaliste. On va zoomer. Donc, il y a les axones. C'est les routes, c'est le câblage, entouré du mauve, la myéline, qui s'assure que le circuit électrique passe, comme dans vos maisons. Puis les axones s'organisent entre eux pour supporter vos fonctions, comme la mémoire, le langage, la vision. Là, je vous mets ici quelques fibres. Là, tout à l'heure, Pierre-Michel Bernier parlait du faisceau cortico-spinal, tout ce qui est en charge de la motricité. Ça part de votre moelle épinière, puis ça monte jusqu'ici sur le dessus de votre tête. C'est des autoroutes. Ça, c'est le langage. Ça, c'est la mémoire, si vous avez l'Alzheimer. Derrière, ici, c'est la vision. Donc, ces routes-là, ces grandes autoroutes-là, on les connaît. On est capable de les cartographier. On est capable de les étudier. On est capable de voir s'il y a des nids de poules dessus. On est capable de voir si l'information commence à se détraquer grâce à l'imagerie puis grâce à beaucoup d'outils de neuroinformatique. Donc, comment ça marche? Puis là, c'est hyper vulgarisé. C'est grâce à une compagnie qu'on a démarrée qui fait des belles images, mais on passe dans l'IRM.
Et essentiellement, on arrive à suivre comment la molécule d'eau voyage le long des câbles du cerveau. Comme une voiture. C'est comme si on avait un satellite qui observait les voitures naviguer le long des autoroutes. Mais on fait ça avec la machine IRM. Donc l'eau voyage le long des câbles, on est capable de faire des belles images et on est capable de reconstruire une version virtuelle, finalement, de votre connectome. Puis ensuite, on est capable de zoomer dedans, d'aller voir comment une sclérose en plaques affecte le connectome. Comment est-ce qu'une sclérose en plaques, on a entendu beaucoup le mot-clé plaque. Hein? C'est quoi une plaque? Pour nous, là, grossièrement, c'est des trous noirs dans nos images ou des trous blancs dans nos images. Mais grosso modo, c'est des trous noirs. Il y a eu une bonne question tantôt sur l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle nous aide? Bien, de contourer ces plaques de façon automatique pour pas qu'il y ait un neurologue ou un humain qui détermine tout ça. Maintenant, on a des systèmes intelligents qui nous permettent de contourer les plaques, de voir comment les câbles qui passent à travers ces plaques-là sont affectés. Puis ce que les neurologues sont en train de réaliser, c'est que les plaques en soi expliquent mal les symptômes cliniques. Ils expliquent quand même bien, mais ce n'est pas parce que vous avez plus de plaques que vous êtes plus malade. Ce qu'on pense maintenant, c'est que l'endroit où la plaque tombe, comment elle déconnecte le connectome. Hein, si on a une attaque terroriste sur l'aéroport de Sherbrooke, c'est pas bien grave pour le transport aérien de l'Amérique du Nord. Mais s'il y a une attaque terroriste à New York, ça éteint complètement les vols aériens de toute l'Amérique du Nord. Donc, c'est un peu le concept de connectome. C'est que si une plaque très locale, oui, certes, fait une plaque, bien, peut-être qu'elle est en train de déconnecter tout un ensemble de câbles. Donc, là, c'est ce que j'imagine ici. Imaginez qu'on a des téléphones ou des aéroports, un paquet de câbles qui connecte ces téléphones, et tout à coup, il y a une plaque qui apparaît. Bien, ça déconnecte certains téléphones, certains ordinateurs, certaines fonctions cognitives. Si c'est ici que le moteur fait ses calculs, bien, je suis en train de perdre des fonctions motrices parce que je suis en train d'affecter le câble moteur. Donc, on commence à parler de déconnectome. Comment les plaques de sclérose en plaques déconnectent le cerveau ou comment ils déconnectent partiellement en créant des petits nids de poules dans nos routes. Parce que peut-être que les nids de poules, quand même, on est capable de circuler, mais ça affecte la circulation. On parlait tout à l'heure de maladies infectieuses, de chaleur. Bien, peut-être que tout ça, finalement, c'est des petites anomalies qui affectent votre connectome. Donc, en vidéo, bien, ce qui sûrement se passe, c'est que votre gaine de myéline en mauve ici se fait attaquer. On perd cette gaine de myéline-là. Les axones commencent à être vulnérables et ça peut potentiellement mener à la mort axonale et à la mort des neurones et donc à la perte de fonction. Donc, c'est important de trouver ces plaques-là, de comprendre où puis quel câble du connectome ça affecte, comment ça le déconnecte, comment ça l'affecte, si on veut espérer proposer des médicaments du futur qui viennent guérir ces endroits-là et potentiellement venir à la rescousse du connectome. Donc, la connectomix du futur en sclérose en plaques, pour moi, c'est quoi? C'est de mesurer, comprendre c'est quoi un connectome de sclérose en plaques, comment les plaques affectent le connectome, où, comment, pourquoi, comment le comparer dans le temps avec vos poussées, vos rémissions, les différents facteurs qui affectent votre connectome, comprendre tout ce mécanisme-là pour éventuellement le guérir, le connectome. Il commence à avoir il y a de plus en plus de compagnies pharmaceutiques qui proposent des médicaments. Je pense que l'avenir du développement du médicament, ça va être un médicament qui va être dédié à certains câblages, à certains phénomènes autour des câbles pour réparer la myéline ou pour réparer l'inflammation autour de la myéline. Mais il faut d'abord savoir où est le bobo pour pouvoir bien le guérir. Donc, c'est le futur de la connectomix et j'espère que ça vous a fait voyager le long de vos autoroutes du cerveau ce soir. Merci.
viendrai essayer avec le micro réfractaire, mais il est réfractaire jusqu'au bout. Un grand merci pour cette super présentation. J'ai beaucoup aimé l'image des autoroutes. Vraiment, vraiment super. Je trouve que ça parle vraiment bien. Est-ce qu'on a des questions dans l'auditoire? Oui. Juste répéter la question dans le micro. Quelles tailles sont la taille de nos câbles, de nos routes? En moyenne, 1 micron. Donc, 1 micron, c'est comme 1 millimètre par rapport à 1 kilomètre. C'est petit. Ah, les plaques? Les plaques, je pourrais avoir besoin d'un peu d'aide, là, mais à l'échelle de... Un pixel dans l'IRM, c'est environ l'ordre du millimètre. Et donc, les plaques sont souvent... plus que 3 mm pour être significatif. Donc, mais on voit beaucoup plus gros. Puis là, il faut imaginer que ces trucs-là sont en 3 dimensions. J'avais une belle image, là, je pourrais la montrer dans le panel, mais ça fait comme des espèces de patatoïdes en 3D. Là, parce qu'on est habitué de tout voir en 2D, mais ces trucs-là ont des formes un peu bizarres en 3D. Autre question? Est-ce qu'on a d'autres questions de l'auditoire? Oui, allez-y. Est-ce que la théorie de l'évolution peut être utile dans la compréhension de ce pattern? Comment dire, est-ce qu'on peut comparer, c'est difficile, même peut-être impossible, le cerveau de l'homme de Néandertal ou le cerveau humain en plus? Wow, bonne question, grosse question. Peut-être que je vais avoir besoin de l'historienne à côté de toi. À mes yeux, parce que j'avais aussi une diapo à travers les espèces et aussi un peu la complexité du cerveau. Plus on est complexe comme cerveau, plus on a de neurones et d'axones. Donc, c'est ce qui a finalement, il y a une théorie où c'est pour ça que notre cerveau s'est plissé, finalement. On a plissé le cerveau pour augmenter la surface possible de neurones. Puis il y a une théorie que le plissement cérébral, c'est en fait à cause des câbles en dessous qui tirent pour connecter différentes régions entre elles. Il y a d'autres littératures scientifiques. Là, je regarde ma femme dans l'auditoire qui travaille la maladie d'Alzheimer, mais il y a des théories où les endroits dans le cerveau qui ont été myélinisés le plus tard. Okay? Donc, notre cerveau évolue à différents stades. Même dans le ventre, on développe notre câble, la vision du moteur. La plupart des grandes autoroutes, là, in utero, sont déjà en place. Puis c'est dans la petite emphase qu'on développe tout notre câblage plus complexe. Puis il y a une théorie que les câbles qui se détériorent le plus vite, c'est ceux qui se sont myélinisés le plus tard, en fait. Donc, le plus tard tu as acquéri une espèce de fonction complexe, style la mémoire, le plus rapidement elle va commencer à se détériorer par l'âge. Ça n'adresse pas vraiment ta question au niveau de la sclérose en plaques, mais il y a puis peut-être qu'on peut la ramener au niveau du panel. J'aurais besoin d'aide à ce niveau-là. Moi, je suis plutôt un informaticien, mais je pense qu'il y a des pistes dans la littérature pour apporter des réponses à cette question-là. On aurait temps pour une troisième question. Si quelqu'un veut se lancer, oui, devant. Est-ce qu'il y a une différence d'imaginer entre quelqu'un qui est en pleine poussée et sa rémission par après? Est-ce qu'on voit la rémission arriver dans sa vie? La question, c'est est-ce qu'il y a des différences dans le cerveau en imagerie entre quelqu'un qui vient d'avoir une poussée ou quelqu'un qui est en rémission? Est-ce que je peux avoir de l'aide de docteur? Elle n'est pas là? Elle est aux toilettes? Je pense que oui et non. Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vient d'avoir une poussée versus quelqu'un qui est en rémission au niveau de l'image? Moi, je pense que oui dans ma technologie parce qu'on voit l'invisible, mais je pense dans l'imagerie classique qui voit des plaques, peut-être pas. La différence, c'est que la lésion va être active, la lésion qui cause la poussée. Donc, elle va rehausser au gadolinium, dans le fond. Donc, la lésion va rehausser à peu près 4 à 6 semaines. Donc, si on injecte du gadolinium, on va pouvoir voir la plaque qui cause le symptôme. Sinon, la plaque peut paraître plus grosse puis diminuer après. Des fois, on reçoit des rapports. Vous avez peut-être vu vos rapports. Puis là, ils disaient il y a diminution de 3 plaques. Mais c'est parce que les plaques étaient inflammatoires sur la première résonance. Là.
ce qu'on pense ensemble aussi, c'est qu'il y a peut-être au-delà des plaques. Moi, ce que j'aime, dans des discussions un peu plus techniques, je vous parle de ce qui se passe en dehors des plaques. Là où le câble est en théorie sain, mais en fait, il ne l'est pas. Il commence déjà à être détérioré, puis on pense qu'on a des outils pour potentiellement, encore une fois avec l'intelligence artificielle et des techniques d'informatique, de prédire où les plaques vont apparaître. Merci beaucoup, professeur Descoteaux, pour cette présentation. Merci à tous pour vos questions. Je pense que vous êtes un peu en avance sur le tempo de la soirée. C'est des questions qui seraient super bonnes pour notre panel, mais on a encore une présentation à écouter avant de pouvoir poser des questions compliquées et grosses questions. Donc, pour terminer ce set de présentation, on va accueillir le professeur Benoît Laurent, qui, après un doctorat en France et un postdoctorat aux États-Unis, a rejoint le Centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke en 2018. Et il travaille sur le vieillissement et la régénération des systèmes nerveux. Je lui laisse la parole pour biomatériaux et régénération, si je ne m'abuse. Bonsoir. Il me manque la petite manette. Okay. Donc ce soir, je vais vous parler de régénération. Je vais donner beaucoup d'espoir peut-être aux patients. Ce que je vais vous présenter, c'est plusieurs années de travail. Donc en 10 minutes, vous allez voir que c'est assez succinct. Donc si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à me poser des questions, mais pour des raisons de temps, j'ai été limité en termes de présentation de résultats. Donc j'ai appelé ma présentation « Régénération, le guerre de la nerf » parce que pour moi, c'est ma guerre que je mène de tous les jours. Essayer de faire pousser des neurones, essayer de faire pousser des nerfs pour pouvoir aider les patients avec la sclérose en plaques, avec la maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies en lien avec les neurosciences. Donc, pour commencer, je voulais faire un petit rappel pour la sclérose en plaques, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous ont rejoints dans le bar sans savoir c'était quoi la soirée. Donc, je voulais être sûr que les personnes qui étaient avec nous sachaient de quoi on allait parler. Donc, on a entendu parler de beaucoup d'inflammation ce soir. Et donc, en fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire qui va endommager le système nerveux. Et ce qui est important, c'est que le système nerveux, il va attaquer la gaine de myéline. Donc, on a entendu tout à l'heure Maxime qui nous présentait ça avec une belle vidéo. Donc, la myéline, c'est tout ce qui recouvre en fait les câbles, comme ils les appellent. Et ce qui est important, c'est que ces câbles-là, c'est eux qui transmettent l'influx nerveux. Et sans cette myéline-là, on a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans la pathologie? Donc, on a vu le côté un petit peu technique avec l'imagerie, on voit l'apparition de plaques. Moi, je suis biochimiste et neuroscientifique. Donc là, je vais vous donner un petit peu plus, on va aller dans la molécule. Qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est qu'en fait, l'inflammation va s'attaquer à la gaine de myéline. Et donc, ce qui va se passer, c'est que votre corps, naturellement, va essayer de réparer les dommages qui se passent. Le problème, c'est que le temps qu'on répare, c'est impossible. Le système inflammatoire va aussi attaquer le nerf qui est dessous. Et comme nous l'expliquait Maxime, si on attaque le nerf va être endommagé et n'a pas le temps de se réparer et va mourir. Donc c'est ça qu'on a beaucoup de pertes de câblage, comme l'expliquait. Et donc, si je reprends la même image que tout à l'heure, et quand on regarde, on a bien notre neurone avec la gaine de myéline ici qui commence à être attaquée, et dessous, donc, on a la fibre nerveuse qui est exposée et qui est donc aussi sujette à être attaquée aussi par le système nerveux. Le problème, c'est que ça va créer des lésions dans les neurones et ça va empêcher en fait la connexion, donc le câblage va être affecté et ça va faire toute la variété de spectres de symptômes qu'on a pu voir avec Zineb qui nous a présenté les différentes personnes qui étaient affectées. Là où je veux peut-être piquer votre curiosité, c'est qu'on a parlé beaucoup du système nerveux, mais dans le corps, il y a deux systèmes nerveux. Il y a le premier système qui est ici en violet. Vous avez le système nerveux central. Donc ça comprend le cerveau et la moelle épinière. Mais on a tout l'autre système qu'on n'a pas parlé ce soir, c'est le système nerveux périphérique. Donc c'est tout le système nerveux ici qui est en orange. Et ce système nerveux, donc en fait, on le sous-estime dans la sclérose en plaques. Et en fait, ce qui est important, c'est que l'inflammation, elle va attaquer votre cerveau et votre moelle épinière. Donc les symptômes les plus forts que vous allez voir vont venir de là. Mais l'inflammation, on a entendu tout à l'heure la professeure Lapointe qui nous disait aussi qu'il y avait l'inflammation en périphérie. Et donc en fait, votre inflammation, elle est aussi dans tout votre corps. Et donc, en fait, les nerfs que vous avez en périphérie vont aussi être attaqués par cette inflammation. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'en fait, on ne s'intéressait pas au système nerveux périphérique
on s'intéresse principalement, et c'est pour ça qu'on nous parle toujours du scan du cerveau. Mais il y a une étude qui a été publiée très récemment, qui a utilisé des souris donc normales et des souris avec la sclérose en plaques. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que les nerfs périphériques, donc ici, je vous ai montré une photo, avec en noir, ici, c'est la myéline qui couvre le nerf, et on voit en fait que les souris qui ont la sclérose en plaques, donc c'est les nerfs périphériques, on voit aussi que la myéline, elle est diminuée. Donc on voit que la maladie ne touche pas uniquement le cerveau et la moelle épinière, mais peut toucher aussi les autres nerfs qu'on a dans le corps. Et ce qui est intéressant dans ce papier-là, c'est qu'ils ont montré aussi que l'influx nerveux était complètement modifié. Donc tous les nerfs qui contrôlent vos mouvements et vos muscles de jambes sont aussi affectés par la pathologie. Donc ce n'est pas uniquement le cerveau qui va être attaqué, il va y aussi avoir les nerfs périphériques. Alors pourquoi ça c'est super important et pourquoi moi c'est ma guerre? Donc c'est parce qu'en fait ce système-là, ce système nerveux central, il est incapable de se réparer. C'est connu et on le connaît. Dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, quand les neurones y meurent, on est incapable d'en refabriquer des nouveaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que le système nerveux périphérique, lui, il est capable de se régénérer. Et ça, c'est la clé peut-être de la bataille pour vaincre la sclérose en plaques. Donc nous, on est parti en fait de l'étude de ce système nerveux périphérique à la place d'étudier le système nerveux central. Donc c'est là, les deux thématiques de ce soir que je vais vous présenter sont sur ce système nerveux périphérique. Donc comment on est parti en guerre pour combattre la sclérose en plaques? On avait deux batailles. La première bataille, c'est qu'on a essayé de comprendre comment se faisait la régénération des nerfs. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Et la deuxième chose, c'est qu'on a essayé de favoriser cette régénération des nerfs. Donc quand on arrive à la comprendre, on est capable après de l'utiliser. Ça, c'est toute la biochimie nerveuse qu'on est capable de mettre en action. Et donc pour faire ça, j'ai besoin de soldats. Donc ce soir, je vous ai présenté tous les soldats qui sont en guerre contre la sclérose en plaques. Donc il y a moi, il y a Omera Nawabi qui est une chercheuse en France, à Grenoble. On a Marc-Antoine Lozon qui est à la fac de génie. Et on a mes trois étudiants, donc Darren qui est un médecin, qui est à Québec maintenant. On a Léa qui était supposée être là et que je ne vois pas encore dans la salle, mais elle va nous rejoindre tout à l'heure si vous avez des questions pour elle. Et on a Victoria qui est une Ukrainienne qui est arrivée, donc une réfugiée de guerre, qui est arrivée dans mon labo juste au moment de la guerre. Et donc qui travaille aussi sur ce projet-là et qui est donc financé par la SPE et je vais vous parler un petit peu de son projet après. Donc ce soir, mon but c'est de vous présenter les deux batailles et où on en est dans la bataille et voir est-ce qu'on va la gagner ou pas cette guerre. Donc le premier projet, on a essayé de comprendre la régénération nerveuse. Donc ce projet-là, on l'a mené avec Omera. Donc Omera est avec moi à Boston, on dit, aux États-Unis en postdoc et c'est là où on s'est rencontrés et où on a potentiellement créer des liens. Et donc le premier projet qu'on a fait, on a commencé avec Darren et Léa qui n'est pas encore là ce soir, elle va nous rejoindre, a continué l'année dernière. Donc en fait ce qu'on s'est intéressé, donc à un nerf particulier du système nerveux périphérique, c'est le nerf sciatique. Donc tout le monde le connaît, celui-là c'est celui qui se coince, c'est celui qui nous fait mal. Puis quand il est coincé, on a du mal à marcher, donc là vous le connaissez bien. Donc en fait nous on est parti de ce système-là d'étudier le nerf sciatique comme modèle de régénération. Qu'est-ce qu'on a fait? On est un petit peu sadique dans le laboratoire. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des souris. On ne voulait pas utiliser des humains pour faire cette manip-là, cette expérience-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été ouvrir la cuisse de la souris. On a exposé le nerf sciatique et puis on a été l'écraser. Ouais, je sais, ça fait mal. On l'écrase, on referme et on attend 3 jours et le nerf va commencer à se régénérer. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend la souris puis on la sacrifie pour récupérer son nerf et regarder qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qu'a fait Darren et Léa pendant leurs études. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Je vais vous montrer des résultats. Ça va peut-être pas vous parler, c'est de la biochimie, mais j'ai essayé d'être très, très, très clair. Puis je vous montre des graphes avec des bâtons, des barres d'erreur pour vous montrer que c'est très scientifique, là, mais je vais vous faire ça très simple. En fait, on a étudié l'expression de 20 000 gènes dans les neurones au moment de la régénération. On en a trouvé quand même beaucoup, des milliers de gènes, qui, en réponse à l'écrasement du nerf sciatique, sont capables de s'exprimer. Donc là, je vous en mets 3. Par exemple, on a le gène ATF3, SPRR1A et CSF1. Et vous voyez que ces gènes-là, ils ont une expression qui est quasiment nulle, là, c'est 1 ou 2. Et ce gène-là, il augmente jusqu'à 700. Donc vous voyez que dans un neurone qui se régénère, ces gènes-là sont super importants. Donc à quoi ça sert de savoir tout ça? Vous allez me dire, bon, on sait que ces gènes-là s'expriment. Et bien nous, on va utiliser ces gènes-là pour pouvoir essayer de régénérer des nerfs qui n'ont pas la capacité de se régénérer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé aussi des gènes qui s'éteignaient au cours de la régénération. Donc il y a des gènes, c'est important de les éteindre, sinon le nerf ne se régénère pas. Donc ça, c'est aussi important de savoir qu'il n'y a pas que des choses qui ont besoin de s'exprimer, il y a des choses qui ont besoin de s'éteindre.
Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de sélectionner certains gènes, essayer de trouver les bons candidats de ces gènes qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir régénérer les nerfs qui sont affectés. Donc là, le projet est bien avancé, on a identifié tous ces gènes-là. La prochaine étape, en fait, c'est d'aller utiliser ces gènes-là et de les exprimer dans les nerfs du système nerveux central qui ne se régénèrent pas. Donc là, on a espoir qu'en ayant choisi les bons candidats, on va être capable de pouvoir augmenter la survie et la réparation des nerfs qui sont attaqués par l'inflammation. Donc ça, c'est notre première victoire. Elle n'est pas encore gagnée, mais au moins, on a identifié tous les gènes candidats potentiels qui vont pouvoir permettre de régénérer les nerfs dans le cerveau. Notre deuxième projet, donc après avoir compris comment les nerfs se régénèrent, on va essayer de favoriser cette régénération nerveuse. Donc vous allez me dire comment on fait ça. Ben là, j'ai eu un parti un petit peu fou. Ça va être un petit peu ce que je vous explique, ça va vous paraître de la science-fiction, mais c'est la réalité qu'on fait dans le laboratoire. Donc on a soumis un projet avec Marc-Antoine, et donc c'était Victoria, notre étudiante à la maîtrise, qui le fait. Et ce projet-là a été sélectionné par la SPE pour être soutenu financièrement. Donc ils ont pris un pari risqué. Vous allez voir que c'est quand même de la belle science-fiction. Et si ça marche, vous allez voir que ça va révolutionner, je pense, le domaine. On est parti du fait que les nerfs sciatiques ont une structure très particulière. Donc on pense que c'est un seul câblage, mais Maxime n'a pas eu le temps de vous détailler, c'est qu'en fait, quand on vous présente un câblage, ce câblage, il est multiple. Donc on a plusieurs câbles ensemble qui sont entourés dans un gros câble, et ce gros câble, il est avec plusieurs câbles. Donc c'est vraiment comme une grosse fibre optique. Et donc ça, c'est une structure qui est quand même très complexe, parce qu'il faut pouvoir réparer et reconstruire cette structure-là. Donc on est parti de cette idée-là. Et de cette idée aussi que cette gaine de myéline, donc cette myéline qui protège les câblages, en fait, elle est produite par des cellules qu'on a au niveau du système nerveux périphérique, qu'on appelle des cellules de Schwann. Donc là, je vous ai mis un schéma. Vous avez ici en rose pâle l'axone, donc le câblage. En jaune, vous avez la myéline, c'est ce qui est attaqué par le système immunitaire. Et ici, la grosse masse noire avec le jaune clair, c'est la cellule qu'on appelle la cellule de Schwann. Et cette cellule-là, quand elle est activée, c'est elle qui va sécréter la myéline pour pouvoir protéger vos nerfs. Donc on avait ces deux éléments, la structure d'un nerf et les cellules de Schwann qui peuvent protéger vos nerfs contre l'attaque du système inflammatoire. Ce qu'on a fait avec Marc-Antoine, c'est qu'on a synthétisé la structure d'un nerf. Donc un nerf, vous avez vu, il y a beaucoup de canaux. Donc en fait, on est capable de fabriquer un nerf, donc c'est la structure d'un nerf, sans les nerfs à l'intérieur. Donc en fait, c'est une structure qui est assez poreuse, et cette structure-là, elle est faite de collagène et de chitosane. Donc si vous connaissez peut-être en matériaux, c'est des matériaux qu'on entend parler beaucoup. On parle de collagène pour la peau, et de chitosane, c'est des substances qu'on peut entendre. Et donc ça, ce matériau-là, il est biocompatible. Donc on pourrait le mettre dans des structures vivantes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé est-ce que la structure nous permettait de pouvoir faire pousser des neurones dedans. Donc là, on voit que si je coupe mon biomatériau de manière transversale, on voit bien qu'on a des conduits dans lesquels les axones, le câblage va pouvoir pousser. Puis si on coupe dans l'autre sens, de manière longitudinale, on voit en fait qu'il n'y a rien qui va empêcher le câblage de pousser dedans. Donc là, on a notre structure dans laquelle on est capable de faire pousser des nerfs. Donc c'est ce qu'on a fait, je ne vous présente pas ça. Donc à partir de cellules souches humaines, on est capable de faire pousser des nerfs dans cette structure-là. Donc on ne vous présente pas ça ce soir, mais le plus important pour la sclérose en plaques, c'est les cellules de Schwann. Il faut pouvoir étudier comment on est capable de pouvoir attirer ces cellules de Schwann-là et puis synthétiser de la myéline pour pouvoir réparer la myéline qui est attaquée. Donc ce qu'on a fait, c'est que ce biomatériau-là, on l'a mis en plaque, on ne l'a pas mis en 3D, et on l'a rajouté dans des petites plaques. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté ce qu'on appelle des peptides. C'est des petites portions de protéines qu'on a rajoutées sur ce biomatériau-là pour essayer d'attirer les cellules de Schwann et essayer qu'elles s'activent, se fixent et synthétisent la myéline. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos cellules de Schwann humaines pendant 48 heures pour voir est-ce qu'elles s'attachaient bien ou pas sur le biomatériau. Et ce qu'on est capable de voir, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur verte là, la couleur verte, ça correspond, chaque petit point, c'est une cellule de Schwann qui est fixée sur notre biomatériau. Et donc là, vous voyez que quand on met nos cellules de Schwann sur le biomatériau, il y en a qui s'attachent, mais pas toutes. Mais que quand on rajoute ce peptide-là, on a l'air de voir beaucoup plus de cellules qui s'attachent. Donc on est capable de favoriser l'attachement des cellules de Schwann sur ce biomatériau, donc potentiellement sur le nerf, pour pouvoir synthétiser la myéline qui manque dans la sclérose en plaques.
Donc là, c'est quand même une belle victoire. On est capable de favoriser potentiellement la régénération nerveuse, en tout cas la synthèse de myéline sur notre biomatériau, grâce à l'amélioration, grâce à la synthèse de peptides. Et en fait, notre test en ce moment, c'est d'essayer de faire pousser des nerfs en culture à partir de cellules souches. Donc l'idée, c'est de faire ça à partir de patients, peut-être de sclérose en plaques, pour essayer de voir qu'est-ce qui est différent entre un patient normal et un patient avec la sclérose en plaques quand ils régénèrent leurs nerfs aussi. Donc on en est à cette étape-là. Et la possibilité, c'est ça, donc de pouvoir avoir des participants de la sclérose en plaques qui nous donnent des cellules pour pouvoir faire ces expériences-là. Donc vous voyez que la guerre contre la sclérose en plaques est bien partie. Et bien sûr, je ne fais pas ça tout seul. On vous a montré 6 personnes, mais il y a toute une équipe derrière. Là. Les gens que je vous ai mis en gras, c'est ceux que je vous ai présentés. Mais ça, c'est l'équipe de mon laboratoire et tous les collaborateurs qui sont derrière nous au quotidien pour pouvoir aider les patients. Donc merci à vous et je prendrai n'importe quelle question intéressante qui vous titille. J'ai l'habitude. Oui. Alors, la question, c'est un peu comment ce que je suis en train de vous montrer va être applicable chez les patients. Donc, on a plusieurs pistes. La piste que je ne vous ai pas expliquée aussi, c'est qu'on prévoit de rajouter les cellules immunitaires dans notre système. Donc, on sait que les cellules immunitaires, c'est aussi la clé de la pathologie. Donc, le but, c'est de voir comment tout le monde interagit et de pouvoir potentiellement favoriser plus l'adhérence des cellules de Schwann sur des nerfs et essayer d'avoir des molécules, comme disait un petit peu Maxime, on est capable maintenant de designer, de créer des molécules qui pourraient peut-être empêcher le système immunitaire de venir attaquer en même temps le nerf. Donc le but, c'est d'avoir un peu comme un bataillon qui essaye de contrer les cellules immunitaires et un autre bataillon qui ramène les cellules importantes pour pouvoir synthétiser la myéline. Donc tout ça, on est obligé de le faire in vitro pour le moment, mais l'idée, ça serait après de potentiellement, en testant ces molécules-là grâce à ce système-là qui est un petit peu futuristique, de pouvoir l'appliquer directement chez l'humain en toute sécurité. Donc c'est un peu de la science-fiction pour le moment, mais on espère que ça va devenir réalité pour les patients très bientôt. Oui ? Bonne question. Donc, on a un étudiant, Anthony, qui va potentiellement commencer sa maîtrise là en septembre. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de fabriquer des motoneurones. Donc, des motoneurones, c'est des neurones qui sont importants aussi pour la mobilité. Donc, on est en train de faire ces motoneurones à partir de cellules souches humaines. Donc là, on va essayer de refaire les dommages sur le motoneurone pour essayer de voir est-ce qu'on a les mêmes gènes qui s'expriment. Donc là, on est en train de recréer avec un génome humain en laboratoire avec des cellules souches qu'est-ce qui se passerait dans un corps humain. Donc c'est encore un peu de la science-fiction, mais on va essayer de vérifier dans l'année qui s'ensuit, est-ce que c'est les mêmes gènes qui s'expriment, et puis essayer de prendre les meilleurs gènes qui sont identiques dans les deux modèles. Donc on parlait de l'évolution tout à l'heure, donc on espère en fait que ces mécanismes de réparation, ils sont conservés au cours de l'évolution et qu'on n'a pas un mécanisme de réparation qui est spécifique à l'humain, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc on va essayer de partir du principe que la régénération du système nerveux est connue chez toutes les espèces et que potentiellement chez l'humain, c'est les mêmes gènes qui s'expriment. Donc on croise les doigts, rendez-vous l'année prochaine pour la réponse. Ouais. Oui ? De système nerveux périphérique. Donc Zineb, elle nous dit qu'elle est un peu surprise du système nerveux périphérique. Pourquoi on sous-estime le système nerveux périphérique ? Parce qu'il a la capacité de se régénérer. Donc c'est sûr qu'on voit les symptômes beaucoup plus forts au niveau du système nerveux central, parce que notre système nerveux périphérique a quand même la capacité au cours de la vie, même s'il est attaqué, de se réparer. Donc potentiellement, on voit moins les dommages, et puis c'est pas le genre de scan qu'on va faire au niveau de la jambe nécessairement.
On voit beaucoup plus au niveau du cerveau qui contrôle aussi la mobilité parce qu'il connecte avec le système nerveux périphérique. Donc je pense que c'est un petit peu sous-estimé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on pourrait peut-être soulager certains symptômes de la pathologie parce que ce système-là se régénère. Donc on pourrait peut-être promouvoir la régénération, accélérer de ce système-là pour pouvoir aider à la mobilité des patients et en tout cas au bien-être, éviter les spasmes, les choses comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui reste à étudier. Et puis comme je dis, c'est des papiers qui ont moins de 4 ans. Et j'espère que peut-être ça peut stimuler la curiosité d'autres chercheurs de pouvoir... mais c'est notre pari de guerre et je sais que le système nerveux central est important. Mais bon, faut aller sur toutes les batailles. Ouais. Merci beaucoup, professeur Laurent. Une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Oui. Oui. Donc, un grand merci à tous nos présentateurs de la soirée, à nos 5 présentateurs que je vais maintenant inviter à revenir sur scène pour notre panel de discussion et pour les grosses questions. S'il vous plaît, reposez la question de l'évolution. Moi, je veux avoir une réponse plus détaillée à cette question parce que je la trouve vraiment hyper intéressante. Donc, je vous invite à revenir. Comme tout à l'heure, j'espère que vous appréciez la soirée. N'hésitez surtout pas à poser des questions, à toutes les questions que vous avez envie de poser, ce que vous n'avez jamais pensé pouvoir poser. Et peut-être pour faire du pouce avec ce que disait le professeur Laurent juste avant, c'est utiliser les cellules souches pour avoir de nouveaux tissus, etc. C'est quand même des choses qui se font déjà dans d'autres types de pathologies. Donc c'est de la science-fiction, mais on a quand même de bonnes chances pour que ça devienne une réalité un jour. Il ne nous manque plus que 2 panélistes. Je vous laisserai vous passer le micro, je pense, pour les réponses. Ce sera plus facile vu qu'on n'en a qu'un. Et simplement répéter les questions une fois qu'elles sont posées pour que notre enregistrement puisse les avoir. Allez-y, tout là-bas. Évidemment, je comprends la difficulté de disséquer, le cerveau d'un homme de Néandertal. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait faire la même chose avec les primates? Et est-ce que ça pourrait aider la recherche sur le cerveau humain? Donc la question, c'est, on sait que ça pourrait être difficile de trouver un cerveau pour le disséquer d'un homme néandertal, mais est-ce que ça se fait chez un macaque ou un singe? Donc la réponse, c'est oui. Il y a beaucoup de recherches faites sur le singe, surtout en Asie. Il y a plein de questions éthiques maintenant où c'est de plus en plus difficile en Amérique puis en Europe d'étudier le singe. On a vu beaucoup d'études sur la souris, mais le macaque reste un beau modèle. Puis après, chez l'homme, il y a beaucoup de dissections aussi possibles à faire, mais en post-mortem. Donc une fois la mort. Je ne sais pas si un panéliste veut rajouter quelque chose. Il y a des homologies fonctionnelles très, très fortes entre le macaque, le primate non humain et l'humain. Là où on diffère le plus, c'est dans le lobe frontal, notamment, qui est le siège de nos capacités réflexives les plus évoluées. Donc, si on track l'évolution du cerveau à travers les espèces, on remarque qu'il y a des fondations qui sont communes avec même les reptiles au niveau de la moelle épinière, du tronc cérébral, puis se sont greffés autour de ça un cervelet lorsqu'on a eu des besoins en coordination motrice plus importants, puis un néocortex, ce qui nous distingue des espèces moins évoluées. Et il y a beaucoup de travaux, effectivement, qui sont conduits chez le primate non humain pour essayer de caractériser la connectivité fonctionnelle entre différentes structures. Donc, plus on migre vers des capacités évoluées, plus on est unique. Et puis, je reviens avec mes cellules souches, on est capable de faire des mini-cerveaux en laboratoire. Là, c'est Léa que vous avez vu en photo, là, qui a travaillé sur la régénération des nerfs. Maintenant, elle travaille sur faire des petits cerveaux en culture. Donc, à partir des cellules souches, on est capable de faire grossir des cerveaux qui ont le même câblage que des vrais cerveaux humains. Donc, c'est quand même des choses qu'on est capable de voir, et c'est du génome humain. Donc, on peut imaginer de faire ça avec différents patients aussi, et d'avoir peut-être le câblage différentiel entre un individu sain et un individu avec la sclérose en plaques. Peut-être un mini détail aussi, c'est important d'imager le vivant. Je pense qu'il faut avoir des technologies qui imagent le vivant, parce qu'une dissection reste que le tissu est mort. Puis quand le tissu est mort, toutes les fonctions sont quasiment perdues, les propriétés changent. Donc, ce qu'on peut découvrir d'un tissu mort est quand même assez limité, à mon avis. Moi, j'ai 2 questions. C'est quoi les causes et la prévalence de la maladie? Puis, deuxième question,
Est-ce que ça se peut que ça soit une maladie de civilisation? Je vais commencer d'après ce que j'ai... Juste une reprise de la question. Les causes et la prévalence. D'après ce que je sais, c'est que il y a les facteurs génétiques et aussi donc des facteurs environnementaux, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, par exemple, l'exposition à la vitamine D. Mais donc, comme j'ai dit, par exemple, moi, de mon expérience, déjà, j'ai aucune personne de ma famille qui a la sclérose en plaques. Et je connaissais personne qui avait la sclérose en plaques avant mon diagnostic. Et aussi, donc, le Maroc est un pays quand même assez ensoleillé. Peut-être il y avait un facteur de stress aussi dont j'entends beaucoup parler pour la sclérose. Mais donc, je ne sais pas. Donc, c'est ma réponse. Les causes, c'est ça, comme je le disais, c'est une interaction entre les gènes et l'environnement. Donc, il faut qu'on ait des gènes de susceptibilité puis qu'on soit exposé à des facteurs de risque environnementaux. Donc, des gènes de susceptibilité, il y en a plusieurs, mais pour la plupart, ils augmentent très peu le risque, là, genre de 1,3 fois, là, disons, par rapport à quelqu'un qui n'a pas ce gène, le risque de la sclérose en plaques. Donc, probablement qu'il y a plusieurs gènes chez une même personne qui se combinent pour augmenter le risque. Ensuite, au niveau des facteurs de risque environnementaux, tu as nommé la vitamine D. Ce n'est pas parfait, la relation avec la déficience en vitamine D, mais il y a une association entre des faibles niveaux de vitamine D, même à la naissance, là, et le risque de sclérose en plaques plus tard. Le tabagisme en est un, l'obésité à l'adolescence, le BV, donc la mononucléose. Là, donc, en fait, on ne peut pas vraiment avoir la sclérose en plaques si on n'a pas fait la mononucléose. Donc, ça, c'est une avenue de recherche actuellement très importante. Puis, il y en a d'autres, là, mais disons, c'est les principaux. Pour ce qui est de la prévalence, ça varie là, selon le pays. Au Canada, on a une des prévalences les plus élevées. C'est à peu près 0,2 % de la population là, qui a la sclérose en plaques. Pour un peu compléter ce que tu as présenté, je pense que c'est vrai là, que c'est sous-diagnostiqué. D'ailleurs, nous, on est bien meilleurs pour le diagnostiquer maintenant que l'on était il y a 30 ans. Là. Par contre, on sait des gens qui immigrent que s'ils immigrent avant 15 ans, ils vont acquérir en quelque sorte le risque du pays dans lequel ils vont. Donc, par exemple, un Marocain vient au Canada à 8 ans, là, son risque de sclérose en plaques dans sa vie va se rapprocher de celui d'un Canadien, probablement à cause de l'exposition environnementale. Et s'il immigre plus tard, là, donc après 18 ans, là, il va davantage conserver le risque de son pays d'origine. Alors, tu sais, il y a quand même quelque chose dans les gènes là, qui est important. Tu sais, c'est pas juste le sous-diagnostic, là, mais c'est complexe, là, tout ça. En fait, moi, ce qui me trotte dans la tête, c'est en fait ces risques-là, comment ils sont évalués. Par exemple, si une personne vient au Canada après ses 15 ans, on dit qu'elle a un risque, comme un Canadien finalement, donc comme les risques au Canada, presque. Mais déjà, on se base sur quelque chose qui est un peu comme, mal calculé, un peu, pas mal calculé, mais disons, vu qu'il y a une sous-représentation, je sais pas comment... Ouais. Ici, il n'y a pas beaucoup d'immigrants, là, mais disons, à Vancouver, c'est quand même 40 % de la population qui n'est pas d'origine caucasienne. Là. Puis, à Toronto aussi, là, il y a beaucoup, la population est multiethnique. Alors, les données viennent surtout de Toronto, par exemple. Ils publient beaucoup là-dessus. Là, tu peux aller voir, le Dr. Rothstein. Puis, en fait, là, après ça, tout le monde a la même chance de détection. Une fois que tu es ici, tout le monde a accès au même système de santé, IRM, etc. Donc, c'est moins biaisé à ce moment-là. Là. Ouais.
Oui, dans le fond, 85 % de la population a eu la mononucléose, hein? Mais 99 % des gens qui ont la sclérose en plaques ont eu la mononucléose, là, pas nécessairement symptomatique, parce que souvent, ça passe inaperçu, cette maladie-là, là, mais si on teste les anticorps contre la mononucléose, puis en fait, d'avoir... c'est probablement qu'il y a une mauvaise clairance du virus là, chez les gens qui développent la sclérose en plaques. En tout cas, il y a plusieurs hypothèses, mais bref, c'est ultra rare là, d'avoir la sclérose en plaques et de ne pas avoir fait la mononucléose, du moins dans les prises de sang. Bien, il n'y a pas de traitement. Une fois qu'on a eu la mononucléose, si on les teste, vous voulez dire? Elle a bien écouté, en tout cas. Oui. Bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a peut-être des faux négatifs là, dans le test de la mononucléose. Là, fait que ça peut peut-être être une explication potentielle. Il y a quand même 1% des gens qui ne l'ont pas puis qui ont quand même un diagnostic de sclérose en plaques. Là. Mais disons qu'il y a quand même une différence significative entre 99% et 85%, là, disons. Là. Donc, c'est plutôt rare d'avoir des anticorps négatifs contre la mononucléose et d'avoir le diagnostic de sclérose en plaques. Là. Mais, ça existe, visiblement. Allô, moi j'ai une question, une bonne question. Toutes des bonnes questions, mais plusieurs d'entre vous avaient dit que la sclérose en plaques est une maladie associée à l'inflammation, donc c'est une maladie chronique. Qu'est-ce qui cause l'inflammation en lien avec la sclérose en plaques? C'est toi le médecin. Ben, il y a un autre médecin, peut-être qu'on peut... Oui, bien, je leur ai tendu le micro, mais ils me l'ont redonné. L'inflammation, moi j'ai un doctorat d'hématologie, donc je peux en parler des heures là, mais l'inflammation c'est quand même assez complexe. Il y a plein de choses qui causent l'inflammation. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'environnement qu'on parlait. Donc le système immunitaire il garde en mémoire un peu les dommages qu'on a au cours de notre vie. Et donc ce qu'on dit c'est que quand on est dans un pays qui a plus de risques, on développe ce risque-là même si on n'est pas du même pays. Et donc il y a quelque chose dans l'environnement qui doit activer le système immunitaire. Et le problème c'est que comme beaucoup de maladies, probablement l'origine est un spectre. C'est pas une cause bien précise qu'on va pouvoir identifier. Et que ça va être très difficile de pouvoir précisément dire le système inflammatoire dans la sclérose en plaques il est activé par ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut collecter des cellules et regarder quel sous-type de cellule est activé. Donc là, on est capable peut-être de dire quel type de cellule immunitaire est activé pour pouvoir les traquer, pour pouvoir voir peut-être la quantité. Ça, c'est la chose qu'on est capable de faire aujourd'hui. Après, déterminer l'origine de l'inflammation, il y a des virus qu'on a tout au long de notre vie, mais il y a aussi des chocs émotionnels qui créent des vagues de neurotransmetteurs qui vont aussi activer des réactions inflammatoires dans le cerveau. Donc il y a quand même beaucoup de phénomènes possibles qui peuvent activer le système immunitaire. Donc je dirais la chose... il ne faut pas faire de courts raccourcis en disant si on fait ça, on va développer la sclérose en plaques. Il y a plein de causes possibles. Et je pense que c'est multifactoriel, c'est génétique. Donc, c'est sûr que les médecins ont beaucoup de travail à faire, en tout cas pour diagnostiquer, prévenir, mais aussi peut-être voir comment l'évolution se fait en fonction peut-être du niveau d'inflammation. Je ne sais pas après si vous avez des pistes de dépistage par rapport à ça. Je pense que vous avez bien répondu. Dans le fond, c'est vrai, là, c'est multifactoriel. C'est ça que ça veut dire, dans le fond, interaction entre gènes et environnement. Après, il n'y a pas une cellule qui est pro-inflammatoire dans la sclérose en plaques. Là, un peu tout
est pro-inflammatoire et débalancé, là. Alors, tu sais, on ne peut pas dire « Ah, c'est ça la cause ». Tu sais, avant, on pensait que c'était les lymphocytes T, mais tu sais, non, finalement, il y a bien d'autres cellules immunitaires qui sont débalancées vers un phénotype pro-inflammatoire, là. Donc, à ce moment-là, oui, il y a plusieurs biomarqueurs, plusieurs cytokines qu'on peut mesurer, qu'on ne fait pas ça en clinique, là. C'est plus au niveau de la recherche, là. Ils essaient de trouver les bons candidats pour suivre tel effet de traitement, etc. Ça, c'est plus votre domaine. Mais, donc, tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on veut tester, là, finalement. On va prendre une dernière courte question, courte réponse. Je voudrais revenir un petit peu sur le lien entre mononucléose et sclérose en plaques. On sait que la mononucléose va toucher beaucoup d'adolescents. À partir du moment où on est parents ou grands-parents, est-ce qu'il y a lieu, premièrement, de s'inquiéter, mais aussi d'aller dans un processus soit d'analyse ou de prévention? Bon, voilà. Je pense que cette question-là, c'est peut-être la plus importante ce soir à mes yeux, parce qu'en fait, je pense que ça touche un point qui est peut-être essentiel. Si la mononucléose a un lien si fort avec la sclérose en plaques, et comme ça se développe à l'adolescence, est-ce qu'on ne pourrait pas quasiment prédire quelle personne pourrait potentiellement développer la sclérose en plaques avec potentiellement différents facteurs? Je pense que ça peut être quelque chose à envisager du point de vue de recherche. Il y a beaucoup de pathologies comme ça qu'on pense qui sont liées à l'âge. Par exemple, la maladie de Huntington, on pense que c'était lié uniquement à l'âge et qu'on la développe à 60-70 ans. Mais il y a des études qui ont été faites en France qui ont montré en fait qu'on la développe dès l'embryogénèse. Donc en fait, c'est des maladies neurodégénératives liées à l'âge, mais on les a depuis la naissance. Et donc peut-être que la sclérose en plaques est quelque chose qu'on pourrait peut-être développer au cours de notre adolescence ou jeune âge, et dont les symptômes se développent beaucoup plus tard, mais qu'en fait ça évolue tout au long de la vie, et puis que ça, je pense que c'est une belle hypothèse. Faudrait avoir plus de financement, René et puis Samuel, pour tout ça, là. On s'en reparle. Tu sais, je pense pas qu'il faut non plus s'inquiéter comme grands-parents si notre petit enfant fait une mononucléose. Là. Comme j'ai dit, c'est quand même 85 % de la population qui a qui l'a fait. Là. Puis il n'y a pas 85 % des gens qui ont développé la sclérose en plaques. Là. Je pense aussi que la prévention, c'est vrai que c'est important. Puis on a dit tout à l'heure que le tabagisme et l'obésité à l'adolescence, ce sont des facteurs de risque. Ce sont des facteurs de risque qui sont modifiables. Alors, ceux-là, on a un certain pouvoir dessus. Après ça, nos gènes, on n'a malheureusement pas de pouvoir. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas changer. Là. Ça termine notre ronde de questions. Un grand merci à tous nos présentateurs et panélistes de ce soir qui se sont prêtés au jeu. Quand même, on a eu des très belles présentations, très belle période de questions. Merci beaucoup. On espère que vous avez apprécié la soirée. Si vous voulez encore rester puis discuter avec les gens qui restent là, faites-vous plaisir. On est là pour ça, puis c'est pour ça qu'on fait ce genre de soirée. Et je vais inviter nos présentateurs à rester sur scène quelques secondes pour la photo finish. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.